Le vent hurlait, assourdissant, comme 1000 voix se déchaînant dans la nuit. À l'intérieur de la petite grotte, Jenna serrait ses enfants contre elle, sentant leur petit corps trembler. Emily et Ben avaient le visage pâle, leurs lèvres prenaient une teinte bleue inquiétante. Alors que la température chutait, une terrible pensée se cristallisa dans l'esprit de Jenna. Cette grotte oubliée dans les montagnes pourrait bien devenir leur tombe. Les larmes gelaient sur ses joues, et elle murmura une prière désespérée dans l'obscurité. 3 jours plus tôt à peine, Jenna avait entassé tout ce qu'ils possédaient dans leur vieille berline. Le divorce avait été prononcé il y a 1 mois à peine, mettant fin à des années de manipulation émotionnelle et de chagrin. Ce voyage était censé être un nouveau départ pour eux, un nouvel emploi l'attendait dans une petite ville de l'autre côté des montagnes, et peut-être une chance de reconstruire le sentiment de sécurité qui avait volé en éclats. La météo avait bien annoncé de la neige, mais rien de comparable à la tempête apocalyptique qui faisait rage dehors. Quand leur voiture avait dérapé sur la route de montagne isolée et que le moteur s'était éteint dans un dernier soupir rauque, Jenna avait senti les premières tenailles de la peur. Pas de réseau cellulaire, pas de voiture qui passait, juste un vide blanc infini et des températures chutant rapidement à mesure que la nuit tombait. La petite grotte avait d'abord paru être un salut, un abri contre le vent et la neige incessant. Mais à mesure que les heures passaient et que le froid pénétrait leurs os, Jenna réalisa avec une horreur croissante qu'ils n'avaient fait que troquer une mort contre une autre, plus lente. « Maman, j'ai tellement froid », murmura Emily, sa petite voix de 7 ans à peine audible au-dessus de la tempête. Son petit frère Ben, âgé de seulement 5 ans, avait cessé de se plaindre, un silence plus effrayant que ses pleurs précédents. « Je sais, mon cœur. Reste juste près de moi. » La voix de Jenna luttait pour rester stable. Elle avait déjà donné ses vêtements de rechange aux 2 enfants, son pull maladroitement drapé sur Emily, son écharpe enroulée plusieurs fois autour du petit corps de Ben. Sa fine veste offrait peu de protection maintenant, mais elle endurait n'importe quoi pour acheter quelques heures de vie supplémentaires à ses enfants. Le divorce lui avait presque tout pris, leur maison, leur sécurité financière, même certains amis qui avaient choisi leur camp. Mais Jenna avait ses enfants, et cela la rendait riche au-delà de toute mesure. L'ironie ne lui échappait pas. Après s'être battue si fort pour leur construire une nouvelle vie, il pourrait ne pas vivre pour la voir. « Raconte-nous une histoire », marmonna Ben soudainement, ses premiers mots depuis plus d'1 heure. Jenna dégluttait difficilement. « Il était une fois », commença-t-elle, sa voix se brisant légèrement. Il y avait un chevalier courageux et ses 2 écuyers qui s'étaient perdus dans une forêt enchantée et enneigée. Tandis qu'elle improvisait une histoire d'aventure et de magie, Jenna vérifia sa montre. Près de minuit, ils étaient dans la grotte depuis 6 heures. La température avait chuté d'au moins 20 degrés depuis le coucher du soleil, et la tempête ne montrait aucun signe d'accalmie. Ses extrémités étaient engourdies depuis longtemps, et elle remuait discrètement ses doigts et ses orteils, désespérée de maintenir la circulation sanguine. « Et après, qu'est-il arrivé au chevalier ?» demanda Emily quand Jenna se tut, perdue dans ses calculs de chances de survie. Le chevalier. Jenna eut du mal à poursuivre. Le chevalier savait qu'ils avaient besoin d'aide, alors il a lancé un appel magique, espérant que quelqu'un l'entendrait. « Comme une prière ?» demanda Ben, ses yeux grands ouverts dans son visage pâle. « Oui, exactement comme une prière. » Jenna les serra plus fort, formant un cercle serré de chaleur partagée. « Lançons tous un appel magique ensemble, d'accord ?» C'était un jeu pour les enfants. Mais pour Jenna, la supplication murmurée qu'ils envoyaient dans l'obscurité contenait tout le poids du désespoir d'une mère à l'agonie. Elle pensa à sa propre mère, partie il y a 5 ans d'un cancer. « Pardon, maman », pensa-t-elle. « J'ai essayé d'être forte comme tu m'as appris. » Les heures s'écoulèrent lentement. Les enfants sombrèrent par intermittence dans un sommeil dangereux que Jenna s'efforçait d'empêcher, les secouant doucement chaque fois que leurs yeux restaient fermés trop longtemps. Son propre épuisement était un poids physique la tirant vers un sommeil qu'elle savait potentiellement permanent. « Il faut rester éveillé », murmura-t-elle, se pinçant le bras assez fort pour laisser une marque. « Juste jusqu'au matin. Les secours arriveront au matin. » Mais même en le disant, Jenna savait que c'était un mensonge. La tempête était prévue pour durer au moins une journée de plus. Personne ne savait exactement où ils se trouvaient. Leur voiture était probablement ensevelie sous la neige à cette heure. La probabilité statistique de secours était infime.
Emily bougea contre elle, ses petits doigts s'accrochant à la chemise de Jenna. « Maman, je crois que je vois quelque chose. » « Ce sont juste les ombres, ma chérie, » la calma Jenna, supposant que sa fille était désorientée par le froid. « Non, regarde l'entrée de la grotte. » Jenna leva la tête lentement, économisant son énergie même dans ce petit mouvement. Au début, elle ne vit que la même scène qui la tourmentait depuis des heures, la neige tourbillonnante sur l'obscurité absolue. Puis un éclair de mouvement, une forme distincte des motifs chaotiques de la tempête. Une fourrure dorée captant la faible lumière de la lune. Des yeux intelligents reflétant comme deux ambres dans l'obscurité. Un chien, un magnifique golden retriever, se tenait à l'entrée de la grotte, sa posture alerte mais calme malgré la tempête déchaînée. Il inclina la tête, les étudiant avec une intensité qui semblait presque humaine. « Un chien », murmura Jenna, se demandant si l'hypothermie avait progressé jusqu'aux hallucinations. L'animal s'avança, ses pattes laissant des empreintes humides sur le sol de la grotte. Il était réel, incroyablement merveilleusement réel. Ben tendit une main tremblante. « Gentil chien. » Le chien s'approcha prudemment, permettant aux doigts de Ben de frôler sa fourrure, puis retourna vers l'entrée de la grotte. Il regarda par-dessus son épaule, fit quelques pas dans la tempête, puis regarda à nouveau. « Je crois, » dit Emily lentement, « je crois qu'il veut qu'on le suive. »« C'est fou, » murmura Jenna, même si l'espoir vacillait et s'allumait dans sa poitrine. « C'est probablement juste un errant ou un fugueur. » Mais le comportement du chien était trop délibéré, trop intentionnel. Il revint vers eux, tira doucement sur la manche de Jenna avec une délicatesse surprenante, puis se dirigea à nouveau vers l'entrée. « Il essaie de nous aider », insista Emily avec la certitude absolue d'un enfant. Jenna pesa leurs options, qui étaient cruellement limitées. Rester et certainement mourir de froid avant le matin, ou suivre cet animal mystérieux dans la tempête sur la mince chance de salut. « D'accord, » décida-t-elle, luttant pour se lever et tirant les enfants. « Nous allons le suivre, mais restez juste à côté de moi, tous les deux. Tenez mes mains et ne lâchez pas. » Le premier pas hors de la grotte fut comme entrer dans un mur de glace. Le vent coupa le souffle de Jenna, et elle douta un instant de sa décision. Mais le golden retriever s'avança avec assurance dans la neige, s'arrêtant occasionnellement pour s'assurer qu'il suivait. Chaque pas était une torture. La neige atteignait mi-cuisse par endroits, et Jenna devait souvent soulever Ben entièrement, le portant sur de longues portions avant que ses forces ne l'abandonnent. Emily marchait péniblement à ses côtés, son petit visage empreint d'une détermination au-delà de son âge. « Je n'en peux plus », haleta Jenna après ce qui lui sembla une éternité, ses jambes fléchissant sous elle. Ils avaient suivi le chien pendant près de 30 minutes, et son corps était en train de lâcher sous le froid et l'épuisement. « Je ne peux pas aller plus loin. » Le chien revint instantanément, poussant son corps chaud contre le sien, ses yeux reflétant ce qui semblait incroyablement une compréhension. Il aboya une fois, sèchement, le premier son qu'il lui avait entendu. « Regarde !» cria Emily par-dessus le vent, pointant du doigt devant eux. « Maman! Regarde !» À travers le rideau de neige tourbillonnante, des lumières scintillaient. Non pas les points froids et lointains des étoiles, mais les rectangles dorés et chaleureux de fenêtres. Un bâtiment, un grand, se tenait à moins de 100 mètres. « Oh mon Dieu !» souffla Jenna, retrouvant une force renouvelée. « Venez, les enfants. Nous y sommes presque. » Ils avancèrent, le chien les guidant sans faillir vers les lumières. À mesure qu'ils se rapprochaient, la silhouette du bâtiment émergea de la tempête. Une structure massive avec la grandeur incomparable d'une vieille richesse, un manoir inexplicablement situé dans cette nature sauvage et reculée. Au moment où ils atteignirent les marches d'entrée, Jenna traînait littéralement les deux enfants. Sa vision se rétrécissait, l'obscurité rampant sur les bords alors que son corps approchait de ses limites. Le chien bondit en avant, disparaissant sur le côté de la maison. « Attends !» appela faiblement Jenna, la peur de perdre leur guide rivalisant avec le soulagement de trouver un abri. Elle se hissa, elle et les enfants, sur les imposants escaliers de pierre jusqu'à l'énorme porte d'entrée. Avec le peu de force qui lui restait, elle leva le poing et frappa, le son faible contre le bois massif. Aucune réponse ne vint. Elle frappa de nouveau, plus fort, le désespoir donnant de la force au mouvement. Toujours rien.
Émilie tendit le bras au-delà d'elle et tenta la poignée de porte ornée. À l'étonnement de Jenna, elle tourna facilement. « C'est ouvert », dit Émilie comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. La lourde porte s'ouvrit vers l'intérieur, révélant un vaste vestibule baigné d'une lumière chaude. Une chaleur se répandit pour les envelopper, le contraste avec la tempête glaciale si soudain qu'il en était presque douloureux. « Bonjour », appela Jenna, sa voix résonnant. « Il y a quelqu'un ? Nous sommes des voyageurs bloqués. Nous avons besoin d'aide. » Seul le silence répondit, rompu par le tic-tac d'une horloge invisible. Ils entrèrent, refermant la porte sur la tempête. Le hall d'entrée était magnifique. Des sols en marbre, un grand escalier, des meubles anciens qui témoignaient à la fois de richesse et de bon goût. Mais c'était la chaleur qui donnait à Jenna envie de pleurer de gratitude. Une chaleur réelle, bénie. « Où sont tout le monde ? » demanda Ben, sa voix minuscule dans le grand espace. « Je ne sais pas, » admit Jenna, aidant les enfants à retirer leurs couches extérieures mouillées. « Mais nous sommes à l'abri du froid. C'est ce qui compte pour l'instant. » Alors que la sensation revenait douloureusement à ses extrémités, Jenna fit un état des lieux de leur environnement. Le manoir était impeccablement entretenu, sans la moindre poussière visible sur aucune surface. Pourtant, il semblait vide. Pas abandonné, mais comme si ses occupants venaient de s'absenter un instant. « Maman, regarde toutes les photos », dit Émilie, se dirigeant vers le mur le plus proche. Des portraits ornaient le couloir, des peintures à l'huile dans de lourds cadres dorés. La plupart représentaient le même homme à différents âges, beau, avec un regard intelligent et la posture confiante de quelqu'un habitué à l'autorité. Dans le plus grand portrait, il se tenait à côté du même Golden Retriever qui les avait menés en sécurité. « Richard Kensington », lut Jenna sur la petite plaque en dessous du portrait central. « Qui êtes-vous, monsieur Kensington, et pourquoi votre maison est-elle ouverte au milieu de nulle part, en plein blizzard ?» Un aboiement soudain les fit sursauter. Le Golden Retriever avait réapparu, assis calmement au pied de l'escalier comme s'il avait attendu qu'il le remarque. « Te voilà !» s'exclama Ben avec ravissement. « Merci de nous avoir sauvés, Toutou. » Le chien remua la queue une fois, puis se tourna et s'enfonça plus profondément dans le manoir. « Je crois, » dit Émilie, « je crois qu'il veut qu'on le suive encore. »« C'est fou, » murmura Jenna, bien que l'espoir vacilla et s'alluma dans sa poitrine. « Il est probablement juste un errant ou un fugueur. » Mais le comportement du chien était trop délibéré, trop intentionnel. Il revint vers eux, tira doucement sur la manche de Jenna avec une délicatesse surprenante, puis se dirigea à nouveau vers l'entrée. « Il essaie de nous aider », insista Émilie avec la certitude absolue d'un enfant. Jenna pesa leurs options, qui étaient cruellement limitées. Rester et certainement mourir de froid avant le matin, ou suivre cet animal mystérieux dans la tempête sur la mince chance de salut. « D'accord », décida-t-elle, luttant pour se lever et tirant les enfants. « Nous allons le suivre, mais restez juste à côté de moi, tous les deux. Tenez mes mains et ne lâchez pas. » Le premier pas hors de la grotte fut comme entrer dans un mur de glace. Le vent coupa le souffle de Jenna, et elle douta un instant de sa décision, mais le Golden Retriever s'avança avec assurance dans la neige, s'arrêtant occasionnellement pour s'assurer qu'il suivait. Chaque pas était une torture. La neige atteignait mi-cuisse par endroits, et Jenna devait souvent soulever Ben entièrement, le portant sur de longues portions avant que ses forces ne l'abandonnent. Émilie marchait péniblement à ses côtés, son petit visage empreint d'une détermination au-delà de son âge. « Je n'en peux plus », haleta Jenna après ce qui lui sembla une éternité, ses jambes fléchissant sous elle. Ils avaient suivi le chien pendant près de 30 minutes, et son corps était en train de lâcher sous le froid et l'épuisement. « Je ne peux pas aller plus loin. » Le chien revint instantanément, poussant son corps chaud contre le sien, ses yeux reflétant ce qui semblait incroyablement une compréhension. Il aboya une fois, sèchement, le premier son qu'il lui avait entendu. « Regarde !» cria Émilie par-dessus le vent, pointant du doigt devant eux. « Maman, regarde !» À travers le rideau de neige tourbillonnante, des lumières scintillaient. Non pas les points froids et lointains des étoiles, mais les rectangles dorés et chaleureux de fenêtres. Un bâtiment, un grand, se tenait à moins de 100 mètres. « Oh mon Dieu !» souffla Jenna, retrouvant une force renouvelée. « Venez, les enfants. Nous y sommes presque. »
Ils avancèrent, le chien les guidant sans faillir vers les lumières. À mesure qu'ils se rapprochaient, la silhouette du bâtiment émergea de la tempête. Une structure massive avec la grandeur incomparable d'une vieille richesse. Un manoir inexplicablement situé dans cette nature sauvage et reculée. Au moment où ils atteignirent les marches d'entrée, Jenna traînait littéralement les deux enfants. Sa vision se rétrécissait, l'obscurité rampant sur les bords alors que son corps approchait de ses limites. Le chien bondit en avant, disparaissant sur le côté de la maison. « Attends !» appela faiblement Jenna, la peur de perdre leur guide rivalisant avec le soulagement de trouver un abri. Elle se hissa, elle et les enfants, sur les imposants escaliers de pierre jusqu'à l'énorme porte d'entrée. Avec le peu de force qui lui restait, elle leva le poing et frappa, le son faible contre le bois massif. Aucune réponse ne vint. Elle frappa de nouveau, plus fort, le désespoir donnant de la force au mouvement. Toujours rien. Émilie tendit le bras au-delà d'elle et tenta la poignée de porte ornée. À l'étonnement de Jenna, elle tourna facilement. « C'est ouvert », dit Émilie comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. La lourde porte s'ouvrit vers l'intérieur, révélant un vaste vestibule baigné d'une lumière chaude. Une chaleur se répandit pour les envelopper, le contraste avec la tempête glaciale si soudain qu'il en était presque douloureux. « Bonjour », appela Jenna, sa voix résonnant. « Il y a quelqu'un ? Nous sommes des voyageurs bloqués. Nous avons besoin d'aide. » Seul le silence répondit, rompu par le tic-tac d'une horloge invisible. Ils entrèrent, refermant la porte sur la tempête. Le hall d'entrée était magnifique. Des sols en marbre, un grand escalier, des meubles anciens qui témoignaient à la fois de richesse et de bon goût. Mais c'était la chaleur qui donnait à Jenna envie de pleurer de gratitude. Une chaleur réelle, bénie. « Où sont tout le monde ?» demanda Ben, sa voix minuscule dans le grand espace. « Je ne sais pas », admit Jenna, aidant les enfants à retirer leurs couches extérieures mouillées. « Mais nous sommes à l'abri du froid. C'est ce qui compte pour l'instant. » Alors que la sensation revenait douloureusement à ses extrémités, Jenna fit un état des lieux de leur environnement. Le manoir était impeccablement entretenu, sans la moindre poussière visible sur aucune surface. Pourtant, il semblait vide. Pas abandonné, mais comme si ses occupants venaient de s'absenter un instant. « Maman, regarde toutes les photos », dit Émilie, se dirigeant vers le mur le plus proche. Des portraits ornaient le couloir, des peintures à l'huile dans de lourds cadres dorés. La plupart représentaient le même homme à différents âges, beau, avec un regard intelligent et la posture confiante de quelqu'un habitué à l'autorité. Dans le plus grand portrait, il se tenait à côté du même Golden Retriever qui les avait menés en sécurité. « Richard Kensington », lut Jenna sur la petite plaque en dessous du portrait central. « Qui êtes-vous, monsieur Kensington, et pourquoi votre maison est-elle ouverte au milieu de nulle part, en plein blizzard ?» Un aboiement soudain les fit sursauter. Le Golden Retriever avait réapparu, assis calmement au pied de l'escalier comme s'il avait attendu qu'il le remarque. « Te voilà !» s'exclama Ben avec ravissement. « Merci de nous avoir sauvés, Toutou. » Le chien remua la queue une fois, puis se tourna et s'enfonça plus profondément dans le manoir. « Je crois qu'il veut qu'on le suive encore, » dit Émilie, commençant déjà à le faire. « Attendez, » prévint Jenna, ses instincts maternels en conflit avec sa gratitude. « Nous ne savons pas à qui appartient cette maison. Nous ne pouvons pas nous promener comme ça. » « Mais le chien vit ici, » raisonna Ben avec une logique enfantine. « Regarde, il est sur la photo avec cet homme, alors c'est bon. » Avant que Jenna ne puisse formuler une réponse, le bruit de pas résonna d'en haut. Des pas lourds et mesurés descendant l'escalier. Jenna tira ses enfants derrière elle, protectrice, faisant face aux escaliers avec un mélange d'appréhension et de soulagement. Au moins, ils n'étaient pas seuls. Reste à savoir si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Un homme apparut sur le palier, grand et imposant, avec des mèches argentées dans ses cheveux foncés et un visage creusé de rides profondes marquant l'expérience. Il avait peut-être une 60aine d'années, vêtu d'un gros pull et d'un pantalon en laine. Son expression en les voyant fut celle d'un choc absolu. « Qui diable êtes-vous » demanda-t-il, sa voix un gros grondement. « Et que faites-vous dans ma maison ?» La question de l'homme resta suspendue dans l'air, son visage un masque de suspicion et de surprise. Jenna resserra instinctivement sa prise sur les épaules de ses enfants.
Je suis désolée de l'intrusion, dit-elle, s'efforçant de garder une voix ferme. Notre voiture est tombée en panne dans la tempête. Nous nous abritons dans une grotte quand votre chien nous a trouvés et nous a conduits ici. La porte était ouverte. Le regard de l'homme se déplaça vers le Golden Retriever, qui était revenu s'asseoir calmement à leur côté. Son expression s'adoucit presque imperceptiblement. « Mon chien », répéta-t-il, une étrange inflexion dans sa voix. « Je n'ai pas de chien. » Un silence gênant suivit, tandis qu'il regardait tout le Golden Retriever qui semblait tout à fait à l'aise, secouant les dernières traces de neige de son pelage. « Mais il est sur le portrait, » dit Emily, pointant la peinture de Richard Kensington. « Avec cet homme. » Les yeux de l'étranger se plissèrent tandis qu'il descendait les dernières marches. De près, Jenna pouvait voir les profondes cernes sous ses yeux, le léger tremblement dans ses mains, suggérant soit l'âge, soit une grande tension. « Ce n'est pas moi sur le portrait, » dit-il rudement. « C'est Richard Kensington. » C'était sa maison. « C'était » questionna Jenna. « Il a disparu il y a 5 ans. » L'homme les étudia d'un œil critique. « Vous avez vraiment été prise dans la tempête. » Jenna hocha la tête. « Nous avons failli mourir dehors. Je suis Jenna Miller. Ce sont mes enfants, Emily et Ben. »« Arthur Langlais, » répondit-il après un moment d'hésitation. « Je suis le gardien. » Quelque chose dans son ton suggérait que ce n'était pas entièrement vrai. Mais Jenna n'était pas en position de le contredire. « S'il vous plaît, » dit-elle. « Nous avons juste besoin d'un abri jusqu'à ce que la tempête passe. Les enfants sont épuisés et affamés. » Le regard d'Arthur s'adoucit légèrement en regardant Emily et Ben, qui luttaient pour rester debout après leur épreuve. « Bien, » concéda-t-il. « Vous pouvez rester jusqu'à ce que la route soit dégagée. Il y a de la place, Dieu sait. » Il s'étourna brusquement. « Suivez-moi. Vous avez besoin de vêtements secs et de nourriture. » Il les conduisit par le grand escalier, le Golden Retriever trottant à leur côté comme s'il avait toujours fait partie de leur groupe. « Si ce n'est pas votre chien, » demanda Ben innocemment, « à qui est-il » Arthur jeta un coup d'œil à l'animal avec une expression indéchiffrable. Comme je l'ai dit, il appartenait à Kensington. « Mais c'était il y a 5 ans, » fit remarquer Jenna. « Qui s'est occupé de lui ?»« Il va et vient, » répondit Arthur vaguement. « Parfois, je ne le vois pas pendant des semaines. Puis il apparaît, comme ce soir. » Ils atteignirent un long couloir bordé de portes. Arthur en ouvrit une, révélant une chambre spacieuse avec une salle de bain attenante. « Vous et la jeune fille pouvez prendre cette chambre, » dit-il. « Le garçon peut avoir la chambre d'axe en grave côté. »« Je veux rester avec maman, » protesta Ben immédiatement, s'accrochant à la jambe de Jenna. Arthur soupira. « Bien. Il y a un lit gigogne qui peut être tiré. La salle de bain a tout ce dont vous avez besoin. Je vais vous trouver des vêtements secs. » Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. « La cuisine est en bas, la première porte après la salle à manger. Servez-vous. Je ne fais pas les repas. » Sur ce, il partit, les laissant seuls dans la somptueuse chambre. Le chien, cependant, resta, s'installant confortablement sur le tapis moelleux près de la cheminée. « Il n'est pas très amical, » observa Emily, assise sur le bord de l'immense lit à baldaquin. « Il nous a laissé rester, » lui rappela Jenna, se dirigeant déjà vers la salle de bain pour préparer un bain chaud aux enfants. « C'est suffisamment amical pour l'instant. » En moins d'1 heure, les 2 enfants étaient baignés, vêtus de t-shirts trop grands qu'Arthur avait laissés devant leur porte, et profondément endormis dans les lits confortables. Jenna prit son tour dans le bain, se permettant enfin de digérer les événements de la journée alors que l'eau chaude dégourdissait ses membres gelés. Ils avaient failli mourir aujourd'hui. La réalisation la frappa avec une force retardée, faisant monter les larmes à ses yeux. Sans le mystérieux chien toujours en sentinelle dans leur chambre, ils auraient certainement péri dans cette grotte. Après s'être vêtus des vêtements fournis, un pantalon de survêtement et une chemise en flanelle qui sentait légèrement le cèdre, Jenna se trouva trop excitée pour dormir malgré son épuisement. Le contre-coup de l'adrénaline la laissa à la fois vidée et étrangement alerte. Le Golden Retriever leva la tête alors qu'elle se dirigeait vers la porte. « Je vais juste trouver quelque chose à manger, » murmura-t-elle. « Reste avec les enfants, d'accord. »
Comme s'il comprenait parfaitement, le chien se recoucha, les yeux fixés protectivement sur les enfants endormis. Le manoir était étrangement silencieux alors que Jenna descendait. Les seuls sons étaient ses propres pas et le grincement occasionnel du vieux bois qui se tasse. La cuisine, quand elle la trouva, était un mélange de charme ancien et de commodité moderne. Des casseroles en cuivre pendaient au-dessus d'un grand îlot aux côtés d'appareils électroménagers en acier inoxydable qui semblaient à peine utilisés. Elle se préparait un simple sandwich quand la voix d'Arthur retentit depuis l'embrasure de la porte. « Vous n'arrivez pas à dormir. » Jenna sursauta, faillit laisser tomber le couteau. « Vous vous déplacez très silencieusement. » « Vieille habitude, répondit-il. » Entrant dans la cuisine sans demander, il retira une bouteille d'une armoire et versa un liquide ambré dans 2 verres. Il lui en glissa un. « Vous avez l'air d'en avoir besoin. » Jenna accepta le whisky offert avec un petit hochement de tête en signe de remerciement. « Quelle journée !»« Faillir mourir fait cet effet, » dit Arthur sèchement, prenant place à l'îlot. De près et sous une meilleure lumière, Jenna put l'étudier correctement. Ses traits étaient robustes plutôt que beaux, burinés par le temps et ce qui semblait être de considérables épreuves. Il y avait en lui une vigilance, une tension contenue qui ne se dissipait jamais tout à fait. « Vous ne semblez pas surpris par des étrangers qui arrivent pendant un blizzard, » observa-t-elle. Arthur prit une longue gorgée de son verre. « Plus rien ne me surprend. »« Vous avez dit que vous êtes le gardien, mais vous vivez seul ici, » osa Jenna. « Je préfère la solitude. Dans une maison de cette taille. » Son expression s'endurcit légèrement. Je ne savais pas que l'hébergement s'accompagnait d'un interrogatoire. Jenna leva les mains en signe d'excuse. « Pardon, j'essaie juste de comprendre notre situation ici. » Un instant, elle pensa qu'il se refermerait complètement, mais ensuite quelque chose dans sa posture changea. « Kensington était un ami, » dit Arthur, son ton s'adoucissant légèrement. « Quand il a disparu, il a laissé des provisions pour l'entretien de la propriété. J'avais besoin d'un endroit isolé. C'était un arrangement mutuellement bénéfique. Qu'est-il arrivé à Monsieur Kensington ? » Les doigts d'Arthur se resserrèrent autour de son verre. Personne ne sait. Un jour il était là, le lendemain il ne l'était plus. L'enquête officielle n'a rien trouvé. Une note amère dans sa voix. Il ne trouve jamais rien. Quelque chose dans ces mots parut étrange à Jenna. Faisiez-vous partie de l'enquête ? Ses yeux rencontrèrent les siens, vifs et scrutateurs. Qu'est-ce qui vous fait poser cette question ? Juste une sensation, répondit-elle prudemment. Vous ne parlez pas comme un gardien. Vous parlez comme quelqu'un habitué à l'autorité. L'ombre d'un sourire effleura ses lèvres. Perspicace. J'étais détective. Homicide à Boston. À la retraite maintenant. Et vous avez fini ici à vous occuper du manoir d'un milliardaire disparu au milieu de nulle part. Nous finissons tous quelque part, dit-il simplement. Parfois nous choisissons l'endroit. Parfois c'est lui qui nous choisit. La réponse énigmatique souleva plus de questions qu'elle n'en apporta, mais Jenna sentit qu'il serait imprudent d'insister davantage ce soir. Au lieu de cela, elle changea de sujet. Le chien, dit-elle, il nous a sauvé la vie aujourd'hui. Il nous a conduits jusqu'à votre porte. L'expression d'Arthur se fit distante. Il fait ça parfois. Il ramène des errants. Des errants ? Répéta Jenna, légèrement offensée. Sans offense, rectifia Arthur. Mais vous n'êtes pas les premières personnes qu'il a guidées ici pendant une tempête. Est-ce qu'il a déjà mené des gens à leur mort ? Parce que cette grotte était un piège mortel. Non, dit Arthur doucement. Il ne fait que sauver, jamais il ne met en danger. Il termina son verre d'une seule gorgée. La tempête devrait se calmer d'ici demain soir. La route principale sera déneigée le lendemain matin. Merci de nous laisser rester, dit Jenna sincèrement. Arthur hocha la tête une fois, puis se leva pour partir. À l'embrasure de la porte, il s'arrêta. Le chien, dit-il sans se retourner. Kensington l'appelait Scout. Scout, répéta Jenna. Ça lui va bien. Oui, acquiesça Arthur doucement. Ça lui va bien. Après son départ, Jenna termina son sandwich et son whisky, puis retourna prudemment dans la chambre.
Scout était exactement là où elle l'avait laissé, veillant sur ses enfants endormis. Merci, murmura-t-elle, s'agenouillant pour caresser sa douce fourrure. Nous vous devons la vie. Scout se pencha contre sa main, ses yeux chaleureux semblant transmettre une compréhension au-delà de ce qui devrait être possible pour un animal. Malgré son agitation précédente, Jenna trouva le sommeil facilement une fois glissée sous les draps luxueux. Sa dernière pensée consciente fut que, pour un endroit si grandiose, le manoir semblait étrangement comme un tombeau. Magnifique, préservé, mais ne conservant que les vestiges d'une vie depuis longtemps disparue. Le matin apporta une faible lumière du soleil filtrant à travers les lourds rideaux et les petits rires ravis de ses enfants. Jenna ouvrit les yeux pour trouver Emily et Ben déjà éveillés, jouant avec Scout sur le tapis de la chambre. « Il connaît des tours, maman !» s'exclama Ben. « Montre-lui, Scout !» Au commandement, Scout s'assit, offrit sa patte, puis se roula avec un sens du spectacle presque humain. « Il est très intelligent », acquiesça Jenna, souriant à leur joie. Après le traumatisme d'hier, les voir rire était comme un baume pour son âme. Ils s'habillèrent avec l'assortiment de vêtements qu'Arthur avait laissés, appartenant clairement au disparu Richard Kensington, coupé pour un homme plus grand, mais propre et de bonne qualité. Quand ils s'aventurèrent en bas, ils trouvèrent la cuisine vide, mais un mot sur le comptoir, « Servez-vous ». Parti vérifier le générateur. « J'ai faim », annonça Emily d'un air dramatique. « Moi aussi », acquiesça Ben. « On peut avoir des crêpes. » La simple domesticité de préparer le petit déjeuner dans la grande cuisine semblait surréaliste après leur expérience de mort imminente, mais Jenna l'accueillit. Reconnaissante pour ce moment de normalité, Scout était assis patiemment à proximité, acceptant les miettes occasionnelles avec une retenue de gentleman. Pendant qu'il mangeait, Jenna remarqua que l'attention des enfants était constamment attirée par les fenêtres où la tempête poursuivait son assaut, bien qu'avec moins de férocité que la nuit précédente. « Quand pourrons-nous aller explorer ?» demanda Ben entre deux bouchées de crêpes au sirop. « Nous sommes des invités ici, pas des touristes », lui rappela Jenna. « Nous devrions rester dans les zones que M. Langlais nous a montrées. »« Mais Scout veut nous montrer quelque chose », insista Emily. « Il n'arrête pas d'aller à la porte et de revenir. » Jenna jeta un coup d'œil au Golden Retriever qui se tenait effectivement près de la porte de la cuisine, les regardant avec attente. Après le petit déjeuner, transigea-t-elle. « Et nous restons ensemble, d'accord. » Dès que les assiettes furent débarrassées, Scout mena leur petite procession à travers le rez-de-chaussée du manoir. Jenna ne put s'empêcher de s'émerveiller du lieu. Chaque pièce était un témoignage d'un goût raffiné et d'une vieille fortune. De la bibliothèque avec ses étagères du sol au plafond à la salle de musique abritant un grand piano et des instruments anciens sous vitrine, Scout se déplaçait avec détermination, s'arrêtant occasionnellement pour s'assurer qu'ils le suivaient. Il les conduisit à un bureau lambrissé dominé par un énorme bureau et d'autres portraits de Richard Kensington à différents âges. Une photographie le montrait recevant une sorte de prix humanitaire. Une autre le représentait inaugurant un chantier de construction. Il construisait des choses, observa Emily, étudiant les photos. On dirait qu'il a construit beaucoup de choses, acquiesça Jenna, notant les plaques commémorant des hôpitaux, des écoles et des ensembles résidentiels. Scout s'approcha d'une étagère spécifique et s'assit, levant la tête avec attente. « Qu'est-ce que c'est, mon grand ?» demanda Ben, s'approchant de l'étagère. Jenna le rejoignit, examinant les livres. Rien ne semblait inhabituel jusqu'à ce qu'elle remarque un espace où un livre avait été retiré. Scout gratta l'espace vide, gémissant doucement. « Il manque quelque chose », murmura Jenna. Le bruit de pas les fit tous se retourner. Arthur se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression indéchiffrable. « Je vois que vous avez rencontré le guide touristique, » dit-il sèchement, hochant la tête vers Scout. « Nous étions juste. »« Kamenka Jenna, es excusant. » Arthur balaya son explication d'un geste. « C'est bon. » Scout a ses routines. C'était la pièce préférée de Richard. Il semble avoir été un homme intéressant, osa Jenna, désignant les photographies. Il l'était, confirma Arthur, une tendresse sincère se glissant dans son ton habituellement réservé. Un esprit brillant, milliardaire autodidacte qui n'a jamais oublié ses origines. Il a utilisé sa fortune pour aider des gens qui lui rappelaient lui-même jeune. « Comment le connaissiez-vous »
demanda Émilie avec audace. Arthur hésita comme s'il débattait de la quantité d'informations à partager. Nous nous sommes rencontrés lors d'une affaire il y a des années. Il était témoin. Nous sommes restés en contact. Qu'est-ce qui manque à l'étagère ? Demanda Jenna, hochant la tête vers l'espace que Scout avait identifié. Quelque chose vacilla dans les yeux d'Arthur, de la reconnaissance, puis de la lassitude. Juste un vieux journal. Rien d'important. Le mensonge était évident, mais Jenna choisit de ne pas le confronter. Au lieu de cela, elle changea de sujet. Comment se présente la tempête ? Elle diminue enfin. Les routes devraient être dégagées d'ici demain matin comme je le pensais. J'ai appelé une dépanneuse pour récupérer votre voiture. C'est très gentil de votre part, dit Jenna, sincèrement touchée par cette attention. Arthur parut mal à l'aise avec la gratitude. Ce n'est rien. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois vérifier les laits. Le courant y a été coupé cette nuit. Après son départ, Émilie se tourna vers Jenna avec l'honnêteté sans filtre de l'enfance. Il est triste, déclara-t-elle. Et il cache quelque chose. Tout le monde a des secrets, ma chérie, lui rappela Jenna, bien qu'elle ne puisse être en désaccord avec l'évaluation de sa fille. Je pense que Scout veut que nous découvrions quoi, dit Ben, regardant le chien toujours assis patiemment près de l'étagère avec le volume manquant. Eh bien, nous n'allons pas fouiner, dit Jenna fermement. Monsieur Langlais a été assez gentil pour nous donner un abri. Nous n'allons pas le remercier en fouinant dans ses affaires privées. Même en le disant, Jenna ne pouvait nier sa propre curiosité. Il y avait clairement bien plus à Arthur Langlais et à ce magnifique manoir isolé qu'il n'y paraissait, et d'une manière ou d'une autre, le mystérieux Scout semblait déterminé à le révéler. Le reste de la journée s'écoula tranquillement. Arthur resta la plupart du temps absent, n'apparaissant que brièvement pour vérifier s'ils avaient besoin de quelque chose avant de disparaître à nouveau dans une autre partie de la vaste maison. Scout resta avec eux constamment, sa présence chaleureuse, un réconfort qui rendait le grand manoir moins intimidant. Ce soir-là, alors que Jenna bordait ses enfants, Émilie formula la question qui la tracassait toute la journée. « Maman, pourquoi Scout veut-il tellement que nous trouvions ce livre manquant ?» Jenna lissa les cheveux de sa fille. « Je ne sais pas, mon cœur. Peut-être que son maître lui manque. »« Je pense que c'est plus que ça, » insista Émilie avec la conviction d'un enfant. « Je crois qu'il essaie de nous dire quelque chose d'important. »« Eh bien, quoi que ce soit, cela devra attendre le matin, » dit Jenna, l'embrassant sur le front. « Il est temps de dormir maintenant. » Une fois les enfants endormis, Jenna se retrouva attirée de nouveau en bas. La grande maison était étrangement silencieuse la nuit, la lumière de la lune se déversant par les hautes fenêtres pour projeter des ombres allongées sur les meubles anciens. Elle n'avait pas l'intention de retourner au bureau, mais ses pieds Y portèrent néanmoins. Elle se dit qu'elle se dégourdissait juste les jambes, luttant contre l'agitation qui accompagnait le fait d'être bloquée dans un endroit étrange. La porte du bureau était entr'ouverte, une fine fente de lumière chaude indiquant qu'elle n'était pas vide. Jenna hésita, ne voulant pas s'immiscer si Arthur était à l'intérieur. Elle était sur le point de se détourner quand elle entendit sa voix. Basse, rauque et remplie d'une émotion qu'elle ne put identifier immédiatement. « Je sais ce que tu fais, » disait-il, « mais cela ne les ramènera pas. Rien ne le fera. » La curiosité l'emporta sur la bienséance, et Jenna regarda par la fente étroite. Arthur était assis au bureau, un verre de whisky à son coude, s'adressant à Scout, qui était assis attentivement devant lui. « 5 ans, et tu essaies toujours de réparer ce qui ne peut pas être réparé. » Continua Arthur, sa voix se brisant légèrement. « Pourquoi ne peux-tu pas comprendre ? C'est trop tard. » Scout gémit doucement, plaçant sa patte sur le genou d'Arthur. « Je sais, mon grand. Il me manque aussi. » La douleur brute dans la voix d'Arthur serra la poitrine de Jenna. Elle dut faire un petit bruit, car soudain, la tête d'Arthur se redressa brusquement, ses yeux rencontrant les siens à travers l'embrasure de la porte. « Je suis désolée, » dit-elle rapidement, gênée d'avoir été surprise à écouter aux portes. « Je me promenais juste et j'ai vu la lumière. » L'expression d'Arthur se referma, la vulnérabilité dont elle avait été témoin disparaissant derrière sa réserve habituelle. « Il est tard. Vous devriez vous reposer. »« De qui parliez-vous » demanda Jenna doucement, entrant dans la pièce malgré son désir évident de solitude. « Quand vous avez dit « il »
Un instant, elle pensa qu'il ne répondrait pas. Puis quelque chose en lui sembla se dégonfler. « Ma famille, dit-il doucement. Ma femme Laura, notre fille Claire, elles sont mortes il y a 5 ans. Je suis tellement désolée, dit Jenna, sincèrement. Était-ce un accident? Le rire d'Arthur n'avait rien d'humoristique. Cela aurait été plus facile à accepter. Non, ce n'était pas un accident. Elles ont été assassinées. La déclaration directe plana dans l'air entre eux, dure et terrible. L'affaire qui m'a mis sur l'orbite de Richard, continua Arthur après un moment, sa voix distante, était l'enquête sur un syndicat du crime blanchissant de l'argent via des projets de construction. Richard développait des propriétés dans la même zone, a remarqué des irrégularités et s'est porté témoin. Il prit une lente gorgée de son whisky avant de poursuivre. Son témoignage a été crucial, il a fait enfermer plusieurs gros bonnets, mais un s'est échappé, le chef du réseau, un homme nommé Victor Mercé. Les articulations d'Arthur blanchirent autour de son verre. Mercé a juré vengeance sur tous ceux qui étaient impliqués dans l'affaire. 3 mois plus tard, je suis rentré chez moi pour trouver. Il s'interrompit, incapable de finir la phrase. C'est à ce moment que Richard a disparu, dit Jenna doucement, faisant le lien. Arthur hocha la tête une fois. La théorie officielle était que Mercé l'avait tué aussi. Mais personne n'a jamais été retrouvé. Et vous êtes venu ici? Pourquoi? Après ce qui s'est passé, je n'allais pas bien, obsédé par la recherche de Mercé. J'ai failli me détruire dans le processus. Richard avait laissé des instructions pour que j'aie accès à cette propriété si quelque chose lui arrivait. Ses avocats m'ont contacté. L'ombre d'un sourire effleura ses lèvres. Richard a toujours eu cette capacité étrange à anticiper les besoins des autres. Donc, vous vivez ici depuis, dit Jenna, assemblant les pièces du puzzle. Vous vous cachez du monde. Pas me cacher, corrigea Arthur sèchement. Attendre. Ses yeux rencontrèrent les siens, et l'intensité de ses yeux était surprenante. Des réponses, la justice, ou ce qui viendra en premier. Scout se plaça entre eux, regardant de l'un à l'autre, comme s'ils suivaient leur conversation. Le regard intelligent du chien fit se demander à Jenna, non pas pour la première fois, s'il comprenait bien plus qu'un animal ne le devrait. « Et Scout, demanda-t-elle, c'était le chien de Richard, mais il reste avec vous. Comme je l'ai dit, il va et vient. Disparaît parfois pendant des semaines. Mais il revient toujours. » L'expression d'Arthur s'adoucit en regardant le Golden Retriever. Richard l'appelait sa conscience. Disait que Scout pouvait sentir la bonté chez les gens. Il a toujours su qui avait besoin d'aide. Il a certainement su que nous avions besoin d'aide la nuit dernière, acquiesça Jenna. Oui, dit Arthur, l'étudiant avec un intérêt renouvelé. Il n'a jamais ramené quelqu'un comme vous auparavant. Que voulez-vous dire? Les autres étaient des voyageurs, des randonneurs, des gens de passage. Pas une mère avec de jeunes enfants qui commencent une nouvelle vie. La perception d'Arthur était d'une précision déconcertante. Cela me fait me demander pourquoi Scout a pensé que vous deviez être ici. La question resta suspendue entre eux, sans réponse, mais lourde de sens. Dehors, la tempête continuait de faire rage, bien qu'avec une fureur diminuant. Une métaphore parfaite, pensa Jenna, pour la tempête émotionnelle contenue entre les murs du manoir. L'aube apporta un paysage transformé. La tempête était enfin passée, laissant derrière elle une couverture immaculée de blanc qui scintillait sous un ciel clair. Jenna se tenait à la fenêtre de la chambre, regardant le soleil se lever sur les montagnes enneigées, un espoir prudent naissant en elle. Si les routes étaient dégagées, comme Arthur l'avait prédit, ils pourraient reprendre leur voyage l'après-midi. Pourtant, alors qu'elle contemplait la vue à couper le souffle, elle ressentit une réticence inattendue. Il y avait quelque chose d'inachevé ici. Un mystère entourant Arthur, Richard Kensington et le remarquable Scout, qui attisait sa curiosité. « Maman, on peut aller jouer dehors dans la neige ?» demanda Ben, la rejoignant à la fenêtre. « S'il te plaît, » ajouta Emily. « C'est si parfait. » Après le petit déjeuner, Jenna accepta. « Mais restez où je peux vous voir de la maison. » Les enfants acclamèrent, leur excitation contagieuse. Même Scout, recroquevillé au pied du lit de Ben, dressa les oreilles et remua la queue. Quand ils descendirent,
Ils trouvèrent Arthur dans la cuisine, déjà vêtu de vêtements d'extérieur épais. « Vous allez quelque part ?» demanda Jenna, notant le sac à dos à ses pieds. « Je dois vérifier l'état des routes, » répondit-il. « Et dégager suffisamment l'allée pour que la dépanneuse puisse passer. Il y a du café. » « Merci. Les enfants veulent jouer dehors après le petit déjeuner. »« C'est bon ?» Arthur hocha la tête. « La tempête est passée. Ça devrait être assez sûr maintenant. » Il hésita, puis ajouta. « Essayez de les garder du côté ouest de la maison. Meilleure visibilité depuis les fenêtres de la cuisine. »« Nous le ferons, » promit Jenna, touchée par sa préoccupation malgré son air bourru. Alors qu'Arthur se préparait à partir, Scout s'approcha de lui, frottant son museau sur son sac à dos. Une communication silencieuse sembla passer entre eux avant qu'Arthur ne tapote la tête du chien. « Pas cette fois, mon grand. Reste avec eux. » Scout se retira docilement pour s'asseoir à côté de Ben, qui entoura immédiatement le cou du chien d'un demi-câlin. « Il vous écoute vraiment, » observa Jenna. « Il écoute tout le monde, » corrigea Arthur. Il choisit juste quand obéir. Après un simple petit déjeuner, Jenna emmaillota les enfants dans plusieurs couches de leurs propres vêtements, surmontés de quelques petits articles qu'elle avait trouvés dans un placard du couloir, appartenant probablement à des visiteurs des années passées. Ils dévalèrent dans la neige avec une joie débridée, Scout bondissant à leur côté. Jenna les observa depuis la fenêtre de la cuisine tandis qu'Emily et Ben construisaient un bonhomme de neige bancal, leur rire parvenant faiblement à travers la vitre. Scout participa avec enthousiasme, se roulant dans la neige et leur apportant occasionnellement des bâtons pour les bras du bonhomme de neige. C'est lors d'une de ces récupérations que quelque chose d'inhabituel se produisit. Au lieu de revenir avec un simple bâton, Scout émergea du coin de la maison avec ce qui semblait être un carnet en cuir patiné dans sa gueule. L'intérêt de Jenna s'aiguisa immédiatement. Elle observa Scout livrer sa trouvaille à Emily, qui l'examina avec un enthousiasme visible avant de le montrer à Ben. Les deux enfants regardèrent ensuite vers la maison, la cherchant clairement. En quelques instants, ils déboulèrent par la porte arrière, les visages rouges de froid et de découverte. « Maman, regarde ce que Scout a trouvé. » Emily tendit l'objet, un journal relié en cuir, ses pages légèrement gonflées par l'humidité mais en grande partie intactes. « Où a-t-il trouvé ça ?» demanda Jenna, acceptant le journal avec prudence. « Derrière des buissons près du côté de la maison, » expliqua Ben. Il était un peu enfoui dans la neige, mais Scout l'a déterré. « C'est le livre manquant de l'étagère ?» demanda Emily avec impatience. Jenna examina le journal, notant avec une certitude croissante que c'était bien le volume qui avait tant intéressé Scout la veille. La reliure en cuir correspondait aux autres livres sur l'étagère de Richard Kensington, et le monogramme doré fané sur la couverture, RK, confirmait sa propriété. « Je crois que oui », confirma-t-elle, ressentant un mélange de curiosité et de malaise. Mais si cela était caché dehors, cela signifie que quelqu'un l'a délibérément pris de la bibliothèque et l'a dissimulé. « Peut-être Monsieur Langlais, » suggéra Ben, « ou peut-être Richard Kensington lui-même, » rétorqua Emily avant qu'il ne disparaisse. « Quoi qu'il en soit, » dit Jenna fermement, « cela appartient à la maison. Nous devrions le remettre sur l'étagère où Scout a indiqué qu'il manquait. »« Tu ne vas pas le lire d'abord ?» demanda Emily, exprimant la tentation que Jenna elle-même ressentait. « Ce serait une invasion de la vie privée, » dit Jenna, bien que sa conviction vacillât sous le regard insistant de Scout. Le chien semblait l'inciter à ouvrir le journal, le poussant plus près de son museau. « Je crois que Scout veut que tu le lises, » observa Ben. « Peut-être qu'il y a quelque chose d'important à l'intérieur. » Les doigts de Jenna hésitèrent au-dessus de la couverture. « Juste un coup d'œil rapide, » concéda-t-elle finalement, pour s'assurer qu'il n'y a rien d'urgent. Ensuite, nous le remettrons exactement où il appartient. Le journal s'ouvrit difficilement, ses pages craquant de froid et d'âge. L'écriture de Richard Kensington était nette et précise, remplissant les pages d'observations, de pensées et de croquis occasionnels. Jenna feuilleta prudemment les premières entrées, qui détaillaient des réunions d'affaires et des réflexions personnelles datant d'environ 6 ans. Ce n'est que lorsqu'elle atteignit les entrées datant de 5 ans, à peu près au moment du meurtre de la famille d'Arthur et de la mystérieuse disparition de Richard, que son attention fut vraiment captée. « 15 avril, lut-elle à voix haute, le monde d'Arthur s'est effondré.
Laura et Claire sont partis, emportés par les hommes de Mercé dans l'acte de vengeance le plus lâche. La police n'a aucune piste. Arthur est consumé par le chagrin et la rage, une combinaison dangereuse que je connais trop bien. Je crains ce qu'il pourrait faire, jusqu'où il pourrait aller dans la quête d'une justice que la loi ne peut offrir. Émilie et Ben écoutaient les yeux écarquillés, trop jeunes pour comprendre pleinement la tragédie, mais assez âgés pour en reconnaître la gravité. Jenna continua de lire, parcourant plusieurs entrées décrivant l'inquiétude croissante de Richard pour l'état mental d'Arthur et sa propre paranoïa croissante concernant l'organisation de Mercé. Puis elle trouva une entrée qui lui coupa le souffle. 30 mai. Mes sources confirment que Mercé a commandité ma mort. Arthur serait le suivant. J'ai finalisé mon plan de contingence. Le seul moyen de nous sauver tous les deux est de traîner Mercé en justice. Peu comprendront mon choix, mais c'est le seul chemin à suivre. Arthur me haïra pour cela au début. Je prie seulement pour qu'un jour il me pardonne quand il comprendra toute l'étendue de ce que j'ai mis en œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Demanda Émilie, les sourcils froncés de concentration. Je ne suis pas sûre, admit Jenna, tournant la page. L'entrée suivante était la dernière du journal. 20 juin, tous les arrangements sont faits. Ma disparition est prévue pour demain. Les preuves contre Mercé sont sécurisées à l'endroit que seul Scout peut trouver. Ma fidèle conscience est gardien. Quand le moment sera venu, il saura qui y conduire. Le plus difficile est de laisser Arthur croire qu'un autre ami lui a été arraché, mais c'est nécessaire pour sa sécurité. Mieux vaut qu'il me pleure plutôt que de rejoindre Laura et Claire. J'ai instruit mes avocats de lui offrir refuge ici, où les mesures de sécurité que j'ai installées le protégeront jusqu'à ce que mon travail soit terminé. Si je réussis, la justice viendra pour Laura et Claire. Si j'échoue, au moins Arthur sera à l'abri de la portée de Mercé. Jenna referma lentement le journal, son esprit s'emballant avec les implications. Richard Kensington n'est pas mort, murmura-t-elle. Il a disparu intentionnellement pour protéger Arthur et pour rassembler des preuves contre cet homme Mercé. Alors, où est-il maintenant ? Demanda Ben innocemment. Je ne sais pas, mon cœur, répondit Jenna, jetant un coup d'œil à Scout. Le chien la regardait avec la même intelligence déconcertante, son but soudain plus clair. Mais je pense que Scout a essayé de nous mener à ses réponses depuis le début. Nous devrions le dire à Monsieur Langlais, déclara Émilie. Attendez, prevint Jenna. Il faut bien y réfléchir. Ce journal a 5 ans. Si Richard Kensington est vivant, pourquoi n'a-t-il pas contacté Arthur ? Pourquoi Mercé n'a-t-il pas été traduit en justice ? Peut-être que quelque chose a mal tourné avec son plan, suggéra Émilie, faisant preuve d'une perspicacité au-delà de son âge. Peut-être, acquiesça Jenna. Ou peut-être. Sa spéculation fut interrompue par le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant et se refermant. Arthur était revenu. Les oreilles de Scout se dressèrent, mais au lieu de courir le saluer comme prévu, le chien poussa le journal vers Jenna avec son museau, puis s'assit devant la porte comme s'il montait la garde. « Il ne veut pas que Monsieur Langlais sache que nous l'avons trouvé », murmura Ben, saisissant rapidement. « Pas encore », acquiesça Jenna rapidement, glissant le journal dans la poche intérieure de son pull emprunté. « Ne mentionnons rien tant que nous n'en savons pas plus. »« D'accord, c'est une affaire d'adulte. » Les deux enfants hochèrent la tête solennellement, reconnaissant la gravité de la situation malgré leur jeunesse. Arthur apparut dans l'embrasure de la cuisine, tapant ses bottes pour en faire tomber la neige. « La route vers l'autoroute principale est dégagée », annonça-t-il. « La dépanneuse sera là vers midi pour récupérer votre voiture. Elle devrait être prête à rouler, ou du moins remorquée jusqu'à un garage d'ici le soir. »« C'est une bonne nouvelle, » répondit Jenna, espérant que sa voix paraissait normale. « Merci d'avoir arrangé cela. » Le regard d'Arthur les balaya, s'attardant un instant sur la posture protectrice de Scout avant de revenir sur le visage de Jenna. « Vous semblez troublé. Tout va bien ? » « Je digère juste à quelle vitesse les choses évoluent, » improvisa Jenna. « Hier, nous avons failli mourir de froid. Et maintenant, nous prévoyons de partir. C'est beaucoup à assimiler. » Arthur hocha la tête, semblant accepter son explication. « La vie change vite. C'est quelque chose que l'on apprend dans mon métier. » « Votre ancien métier, » corrigea Jenna doucement. Une ombre traversa le visage d'Arthur. «
Certains métiers ne vous quittent jamais vraiment. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Je dois passer quelques appels. Faites comme chez vous jusqu'à l'arrivée du camion. Après son départ, Emily tira sur la manche de Jenna. Que allons-nous faire du journal et du secret de Monsieur Kensington? Jenna s'agenouilla à la hauteur de ses enfants. Je ne suis pas encore sûre, mais je pense que nous étions destinés à trouver ceci. Scoot s'en est assuré. Laissez-moi lire davantage le journal pendant que vous jouez. Peut-être qu'il y a plus d'indices sur ce que Richard planifiait. Pendant que les enfants retournaient à leur bonhomme de neige sous l'œil vigilant de Scoot, Jenna se retira vers un siège de fenêtre dans la bibliothèque où elle pouvait à la fois superviser leur jeu et examiner le journal plus minutieusement. Les entrées précédentes dépeignaient un tableau de Richard Kensington comme un homme brillant, compatissant, profondément troublé par la corruption qu'il avait découverte et la menace subséquente pour ceux qu'il aimait. Son amitié avec Arthur était clairement profonde. Il écrivait sur leur conversation, la dévotion d'Arthur à sa famille, et plus tard son chagrin dévastateur. Le plus intrigant étaient les références de Richard aux preuves et à « l'endroit que seul Scoot peut trouver ». Quelle que soit la preuve qu'il avait recueillie contre Mercé, il l'avait cachée quelque part sur la propriété, croyant que Scoot mènerait la bonne personne au bon moment. « C'est pour ça que tu nous as amenés ici ?» murmura Jenna, regardant le Golden Retriever jouer avec ses enfants. « C'est ce que tu essaies d'accomplir ?» Le bruit de pas approchant la fit rapidement ranger le journal. Arthur apparut dans l'embrasure de la bibliothèque, son expression tendue. « Y a-t-il un problème ?» demanda Jenna, notant sa posture rigide. « La dépanneuse ne peut pas venir, dit-il. Une avalanche plus bas dans la montagne a bloqué la route d'accès principale. Ils disent au moins 2 jours avant qu'elle ne soit dégagée. »« Oh » dit Jenna, surprise par son propre soulagement à cette nouvelle. « Eh bien, j'espère que nous n'imposons pas trop en restant plus longtemps. » Arthur balaya son inquiétude d'un geste. La maison a beaucoup de place et les enfants. Il s'interrompit, ses yeux dérivant vers la fenêtre où Emily et Ben riaient. Cela fait longtemps qu'il n'y a pas eu de rire d'enfant ici. Ce sentiment inhabituel révéla un aperçu de l'homme sous l'extérieur endurci. Jenna saisit l'occasion de créer un lien. « Arthur, commença-t-elle prudemment. La nuit dernière, vous avez mentionné votre famille. Je veux que vous sachiez que je comprends en partie ce que vous traversez. Mon mariage a pris fin parce que mon mari est devenu quelqu'un d'autre, pas l'homme que je pensais avoir épousé. C'est un autre genre de perte, mais je sais ce que l'on ressent quand la vie dévie soudainement du chemin attendu. » L'expression d'Arthur s'adoucit légèrement. « Depuis combien de temps ? » Le divorce a été finalisé le mois dernier, mais le mariage est mort il y a des années. « Où alliez-vous avant la tempête ? » Mayfield, répondit Jenna. J'ai un emploi en vue à l'école primaire là-bas, pour enseigner en CE1. Une enseignante, Arthur hocha la tête comme si cela expliquait quelque chose à son sujet. Vous êtes doué avec les enfants. J'essaie, sourit Jenna, bien que les miens me tiennent en haleine. Un silence confortable s'installa entre eux, rompu seulement lorsque Scoot commença à aboyer avec excitation dehors. Ils se tournèrent tous les deux pour voir le chien courir en cercle autour de quelque chose dans la neige. « Qu'est-ce qu'il a trouvé maintenant » marmonna Arthur, plus pour lui-même que pour Jenna. Ils observèrent Emily brosser la neige de ce que Scoot avait découvert, révélant ce qui semblait être une poignée métallique dépassant du sol. « Est-ce une porte » demanda Jenna, se penchant plus près de la fenêtre. La posture d'Arthur changea instantanément, l'attention rayonnant de chaque ligne de son corps. « Restez ici » ordonna-t-il, se dirigeant déjà vers le couloir. « Attendez, mes enfants sont dehors » protesta Jenna, se dépêchant de le suivre. Au moment où ils atteignirent la porte arrière, Emily et Ben avaient réussi à dégager la majeure partie de la neige de ce qui était en effet une petite porte métallique encastrée dans le sol. Une entrée de cave ou un abri anti-tempête d'un genre ou d'un autre. « Éloignez-vous de ça » appela Arthur sèchement alors qu'ils marchaient péniblement dans la neige vers eux. Emily leva les yeux, surprise par son ton. « Mais Scoot veut qu'on l'ouvre. Il n'arrête pas de gratter la poignée. » Effectivement, le Golden Retriever était intensément concentré sur la porte métallique, jetant occasionnellement des coups d'œil aux adultes qui approchaient comme pour les presser. « C'est juste une vieille cave de rangement, » dit Arthur,
son ton décontracté démenti par la tension dans ses épaules. Rien d'intéressant là-dedans. Alors pourquoi mentez-vous? Demanda Jenna directement. La tête d'Arthur se tourna brusquement vers elle, la surprise évidente sur son visage. Pardon. Jenna prit une profonde inspiration, décidant qu'être direct était la seule approche sensée après tout ce qu'ils avaient vécu. J'ai trouvé le journal de Richard, celui qui manquait à l'étagère. Scout l'a déterré de la neige pendant votre absence ce matin. Le visage d'Arthur se vida de ses couleurs. Qu'est-ce que cela a à voir avec tout ça? Je pense, l'interrompit Jenna doucement, que Richard a écrit sur des preuves qu'il a recueillies contre Mercé, des preuves qu'il a cachées quelque part sur la propriété que seul Scout peut trouver. Et maintenant, Scout est très intéressé par cette porte de cave. Arthur resta immobile, la lutte interne visible sur son visage buriné. Finalement, il parla, sa voix à peine audible au-dessus du vent de la montagne. Vous ne comprenez pas dans quoi vous vous engagez. Alors aidez-moi à comprendre, insista Jenna. Richard était votre ami. Il a disparu pour vous protéger, pour rassembler des preuves qui rendraient justice à votre famille. Quoi que ce soit là-dessous pourrait être exactement ce que vous attendiez depuis 5 ans. Ou ce pourrait être rien, rétorqua Arthur, bien que le doute se soit glissé dans sa voix. Richard est parti depuis 5 ans. S'il avait des preuves contre Mercé, pourquoi ne les a-t-il pas utilisées? Pourquoi me laisser ici, pensant qu'il était mort tout ce temps? Je ne sais pas, admit Jenna. Mais je pense que nous devons le découvrir. Scout nous a amenés ici pour une raison, Arthur. Je crois que cette raison est liée à ce qui se trouve derrière cette porte. Arthur fixa l'entrée de la cave, le conflit évident dans chaque ligne de son corps. Puis Scout gémit doucement, pressant sa tête contre la main d'Arthur dans un geste si doux et encourageant que Jenna sentit les larmes lui monter aux yeux. D'accord, concéda Arthur enfin, sa voix rauque d'émotion contenue. Voyons ce que la conscience de Richard veut que nous trouvions. Il s'agenouilla dans la neige et saisit la poignée métallique. La porte résista d'abord, figée par des années de négligence, mais avec une traction énergique, elle se libéra, révélant une série étroite de marches en béton descendant dans l'obscurité. « Attendez ici », ordonna Arthur, fouillant dans sa poche pour une petite lampe de poche. « Pas question », répondit Jenna, se surprenant par sa propre détermination. « Nous faisons cela ensemble. » Quelque chose comme du respect vacilla dans les yeux d'Arthur avant qu'il ne hoche la tête une fois, les guidant le long des marches usées, Scout trottant avec assurance en avant. La cave était plus grande que Jenna ne l'avait imaginé. Une série de pièces interconnectées creusées dans le substrat rocheux sous le manoir. La première pièce contenait bien du matériel de jardinage et du rangement comme Arthur l'avait affirmé, mais Scout n'y prêta aucune attention, se déplaçant délibérément vers une porte métallique à l'extrémité. Cette seconde porte était différente, plus récente, avec un clavier électronique luisait faiblement dans la pénombre. « Je n'ai jamais vu ça », admit Arthur, examinant la serrure. « Je n'ai jamais su que c'était là. » Scout s'assit devant le clavier, regardant Arthur avec attente. « Je ne connais pas le code », dit Arthur au chien comme s'il s'attendait à ce qu'il comprenne. Scout aboya une fois, puis gratta la poche d'Arthur, celle où il gardait son portefeuille. « Quoi ?» demanda Arthur, confus, mais il retira néanmoins son portefeuille. « Essayez votre anniversaire », suggéra Jenna. Arthur secoua la tête. Richard n'utiliserait pas quelque chose d'aussi évident. Mais Scout continua de fureter dans le portefeuille jusqu'à ce qu'Arthur l'ouvre. De l'intérieur, il en extrait une photo défraîchie, un cliché pris sur le vif d'Arthur avec une belle femme et une jeune fille, tous riant de quelque chose hors champ. « L'aura est claire », dit Jenna doucement, reconnaissant la famille d'après la description d'Arthur. Arthur fixa la photo, son expression brute de chagrin et d'amour. Richard a pris cette photo lors d'un barbecue chez lui. Environ 6 mois avant. Il s'interrompit, incapable de terminer la phrase. Scout gémit de nouveau, grattant la photographie. Arthur la retourna, révélant une série de chiffres écrits au dos à l'encre délavée. « C'est une date », réalisa Arthur. La date de cette photo. Avec des doigts tremblants, il entra les chiffres sur le clavier. La serrure s'ouvrit immédiatement. « Il savait que vous garderiez cette photo sur vous », dit Jenna doucement. « Même après toutes ces années. » Arthur ne répondit pas,
mais la profondeur de l'émotion sur son visage en disait long. Poussant la porte, il entra dans ce qui semblait être un petit bureau méticuleusement organisé. Un bureau avec un ordinateur, des classeurs et un mur couvert de photographies, de documents et de cartes reliées par des fils colorés. Un tableau d'enquête de détective. Richard, souffla Arthur, contemplant la scène avec un étonnement croissant. C'était sa salle de guerre. Scout se dirigea vers le bureau, grattant un tiroir avec insistance. Quand Arthur l'ouvrit, il trouva une enveloppe scellée avec son nom écrit dessus de la main distinctive de Richard. Pendant qu'Arthur lisait la lettre, les mains tremblantes, Jenna examina le mur de preuves. Il détaillait un réseau criminel élaboré dirigé par Victor Mercé avec des liens avec des fonctionnaires corrompus, des opérations de blanchiment d'argent, et, le plus troublant, plusieurs meurtres, y compris ceux de Laura et Claire Langlais. Il a monté un dossier, réalisa Jenna à voix haute. Toutes ces années en secret. Oui, confirma Arthur, sa voix instable tandis qu'il levait les yeux de la lettre. Richard n'a pas juste disparu. Il est mort d'une certaine manière. Est devenu quelqu'un d'autre. Un fantôme capable d'infiltrer l'organisation de Mercé de l'intérieur. Que dit la lettre ? Demanda Jenna doucement. Arthur la lui tendit sans un mot. L'écriture était précipitée mais claire. Arthur, si tu lis ceci, alors Scout a trouvé quelqu'un en qui il a confiance pour t'aider. Je suis désolé pour la douleur que ma disparition a causée, mais c'était le seul moyen de te garder en sécurité pendant que je rassemblais ce dont nous avions besoin. Les preuves sont toutes ici. Tout pour envoyer Mercé en prison pour la vie, mais je ne pouvais pas les envoyer aux autorités tant que tu étais vulnérable. Mercé a trop d'yeux dans les forces de l'ordre. À présent, je suis probablement mort depuis plusieurs années. Ma nouvelle identité m'a permis de documenter l'opération de Mercé de l'intérieur. La dernière pièce s'est mise en place le mois dernier. Je vais prendre contact bientôt, d'ici quelques jours après que Scout t'aura conduit dans cette pièce. Sois prêt, vieil ami. La justice pour Laura et Claire est enfin à portée de main. Fais confiance à Scout. Il sait mieux que nous deux qui peut être digne de confiance. Richard. Jenna leva les yeux de la lettre, rencontrant le regard stupéfait d'Arthur. Il revient, dit-elle doucement. Après tout ce temps, il revient pour vous aider à finir cela. Arthur semblait incapable de digerir la révélation. Des décennies de suspicion de détective luttant contre un espoir désespéré. La lettre n'est pas datée. Depuis combien de temps est-ce là ? Que veut-il dire par « bientôt » ? Comme en réponse, Scout dressa soudainement les oreilles et bondit vers les escaliers, aboyant avec excitation. « Quelqu'un est là » dit Arthur sèchement. Instantanément alerte, il se dirigea vers un placard, en sortant une arme de poing que Jenna n'avait pas réalisé qu'il possédait. « Restez derrière moi. » Ils suivirent Scout jusqu'aux escaliers de la cave, émergeant sous la lumière brillante du soleil d'hiver qui les aveugla momentanément. Quand la vision de Jenna redevint claire, elle halta devant la scène. Un SUV noir s'était garé dans l'allée. À côté se tenait un homme d'allure distinguée, d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés, barbu, et notablement différent des portraits à l'intérieur, mais indubitablement la même personne. Richard Kensington était de retour, et à ses côtés, observant la réunion avec des expressions ravies, se tenaient Emily et Ben, apparemment les premiers à saluer le propriétaire longtemps absent du manoir. Un instant, le temps sembla suspendu. Arthur resta immobile, l'arme maintenant baissée à ses côtés, fixant l'homme qu'il avait cru mort pendant 5 ans. Richard Kensington lui rendit le regard d'un air impassible, son expression un mélange complexe d'excuses, d'affection et d'appréhension. Scout rompit le charme, courant à travers la neige pour saluer Richard avec une joie débridée, le renversant presque dans son enthousiasme. Richard s'agenouilla pour embrasser le chien, murmurant des mots trop doux pour que Jenna les entende tandis qu'il enfouissait son visage dans la fourrure dorée de Scout. « Vous êtes en vie » dit Arthur enfin, sa voix brute et incrédule. Richard se redressa, gardant une main sur la tête de Scout. « Je le suis » confirma-t-il simplement. Bien qu'il y ait eu des moments où je n'étais pas sûr de le rester. Emily tira sur la manche de Richard avec la franchise décomplexée de l'enfance. « Êtes-vous l'homme de toutes les photos dans la maison ?» Un doux sourire transforma les traits burinés de Richard. « Je l'étais autrefois, bien que j'ai un peu changé maintenant. »
Votre chien nous a sauvés dans la tempête de neige, l'informa Ben fièrement. Ah oui? Répondit Richard, sans surprise. Scout a toujours eu un excellent jugement quant à qui a besoin d'aide. Son regard se déplaça vers Jenna, évaluant mais bienveillant. Et vous devez être la mère des enfants. Je m'excuse pour les circonstances dramatiques de notre rencontre. Jenna Miller, confirma-t-elle, frappée par la présence imposante mais douce de l'homme. Pas d'excuses nécessaires. Votre chien nous a sauvé la vie. Richard hocha la tête, puis se tourna vers Arthur, qui n'avait pas bougé de sa position. Arthur, commença-t-il, son ton s'adoucissant. Je sais que tu as des questions, des griefs. Tu mérites des réponses aux deux. L'amchoira d'Arfar Sacerra. 5 ans, Rich. 5 ans, j'ai cru que tu étais mort. C'était le seul moyen, répondit Richard, le regret évident dans sa voix. Mercé avait des informateurs partout. Si quiconque, même toi, avait su que j'étais en vie, cela aurait tout compromis. Tu m'as laissé croire que j'avais perdu une autre personne qui me tenait à cœur, dit Arthur, la colère finissant par percer son choc. Après Laura et Claire. Richard sursauta visiblement au nom. Je sais que c'est impardonnable, mais j'espère que quand tu verras ce que j'ai accompli, tu comprendras pourquoi c'était nécessaire. Un silence gênant s'installa, rompu seulement par le halètement joyeux de Scout qui se déplaçait entre les deux hommes, comme s'il tentait de combler physiquement le fossé entre eux. Jenna remarqua le malaise croissant des enfants face à la tension. Les enfants, pourquoi n'irions-nous pas prendre un chocolat chaud? Je suis sûre que M. Kensington et M. Langley ont beaucoup à discuter. Emily et Ben, sentant la gravité de la situation des adultes, acceptèrent sans protester. Alors qu'ils se tournaient vers la maison, Richard les rappela. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais que Scout reste avec moi. Cela fait longtemps que je ne l'ai pas vu correctement. Jenna hocha la tête en signe de compréhension, guidant ses enfants vers le manoir tout en jetant un dernier coup d'œil aux deux hommes debout dans la neige. D'anciens amis réunis par des circonstances qu'aucun n'aurait pu prédire. À l'intérieur, tandis qu'elle chauffait le lait sur la cuisinière, Émilie la bombarda de questions. C'est vraiment le milliardaire disparu? Pourquoi a-t-il l'air si différent en personne? Pourquoi a-t-il fait semblant d'être mort? Oui, c'est M. Kensington, confirma Jenna, mesurant le chocolat en poudre. Et parfois, les adultes doivent faire des choses difficiles pour protéger les gens qu'ils aiment, comme quand nous avons dû quitter notre ancienne maison et papa pour être en sécurité. Ben demanda innocentment. Le cœur de Jenna se serra à la parallèle que son fils avait tracée. Quelque chose comme ça. Oui, M. Kensington essayait d'attraper un très méchant homme qui a fait du mal à la famille de M. Langley. Il a dû faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour cela. Comme un espion. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent d'excitation. Un peu comme ça, acquiesça Jenna, peu désireuse de révéler les aspects les plus troublants de la situation à ses enfants. Pendant qu'ils sirotaient leur chocolat chaud, Jenna se posta près de la fenêtre de la cuisine, qui offrait une vue partielle sur l'allée. Arthur et Richard étaient toujours dehors, apparemment engagés dans une conversation profonde et intense. Scout était assis entre eux, son attention se balançant de l'un à l'autre pendant qu'ils parlaient. Finalement, les deux hommes se dirigèrent vers la maison, leur langage corporel suggérant que, bien que beaucoup restât à régler, une trêve provisoire avait été établie. La porte de la cuisine s'ouvrit, laissant entrer un souffle d'air froid avec Arthur, Richard et Scout. Le chien alla immédiatement vers Ben, posant sa tête sur les genoux du garçon comme s'il cherchait du réconfort après la rencontre émotionnelle à l'extérieur. « Je crois que nous avons tous des choses à rattraper », annonça Richard, retirant son lourd manteau pour révéler une silhouette svelte et des vêtements simples, pratiques, qui ressemblaient peu à la tenue élégante qu'il portait sur ses portraits. Mais d'abord, je dois des explications à tout le monde. Emily se redressa. On a trouvé votre journal, l'informa-TL, et la pièce secrète sous la maison. Les sourcils de Richard se levèrent de surprise. Ah oui. Scout a été bien occupé en effet. Il jeta un regard affectueux au chien. Il a toujours eu ses propres intentions. Le journal a expliqué une partie de tout ça, dit Arthur, son ton toujours réservé. Mais pas tout. Non, acquiesça Richard, acceptant le café que Jenna lui offrait d'un hochement de tête reconnaissant.
L'histoire complète et compliquée. Nous avons le temps, dit Jenna, jetant un coup d'œil dehors où la neige recouvrait toujours le paysage, les isolant du monde extérieur. L'avalanche nous a bloqués pour au moins une journée de plus. Richard s'installa sur une chaise à la table de la cuisine, sa posture révélant un épuisement profond qu'il avait dissimulé. Alors je vais commencer par le début, bien que les enfants. Jenna comprit sa préoccupation. Emily, Ben, pourquoi n'iriez-vous pas jouer dans la bibliothèque un moment? Les adultes doivent parler de choses importantes. Étonnamment, les deux enfants acceptèrent sans protester. Sentant la signification du moment, Scout les accompagna, non sans jeter un regard significatif à Richard qui, une fois de plus, frappa Jenna par son intelligence presque humaine. Une fois seul, Richard commença son récit. Il parla pendant près d'une heure, détaillant comment, après les meurtres de Laura et Claire, il avait compris que la justice conventionnelle n'atteindrait jamais Victor Mercé. L'homme était trop bien connecté, trop protégé par des fonctionnaires corrompus et des subalternes loyaux. Le tournant est venu quand mon équipe de sécurité a intercepté une menace contre Arthur, expliqua Richard. Mercé ne s'est pas contenté de tuer Laura et Claire. Il voulait aussi éliminer Arthur, comme un message à quiconque oserait témoigner contre son organisation. Tu ne m'as jamais dit ça, dit Arthur doucement. Cela aurait-il changé quelque chose? Demanda Richard. Tu étais déjà consumé par l'idée de le trouver. Savoir qu'il te chassait activement t'aurait seulement rendu plus imprudent. Il soupira lourdement. Je ne pouvais pas te perdre aussi, Arthur. Pas après tout ce qui s'était passé. Alors, j'ai fait un choix. Le choix, tel que Richard le décrivit, avait été à la fois désespéré et méticuleusement planifié. Avec l'aide de quelques confidents de confiance, il avait mis en scène sa propre disparition, permettant au monde de croire que Victor Mercé avait fait une autre victime. Puis, utilisant des ressources que peu de milliardaires admettraient posséder, Richard avait forgé une nouvelle identité, celle d'un facilitateur de niveau intermédiaire ayant des liens avec le crime organisé. Il a fallu près de 2 ans pour établir cette identité suffisamment pour approcher l'organisation de Mercé, continua Richard. Encore 1 an pour gagner suffisamment de confiance et accéder à des informations significatives. Les 2 dernières années ont été consacrées à tout documenter. Chaque transaction, chaque ordre, chaque lien avec des fonctionnaires corrompus, construisant un dossier en béton que même l'influence de Mercé ne pourrait démanteler. Et maintenant? Demanda Jenna. L'expression de Richard s'endurcit. Maintenant, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Des dossiers financiers, des témoignages, des conversations enregistrées. Assez pour envoyer Mercé en prison pour plusieurs vies et faire tomber tous ceux qui l'ont protégé. Pourquoi maintenant? Pressa Arthur. Pourquoi revenir aujourd'hui spécifiquement? Parce que, depuis hier, les preuves sont sécurisées auprès des autorités fédérales, hors de portée de Mercé, révéla Richard. J'ai passé les dernières 24 heures à briefer un groupe de travail spécial. Des arrestations sont en cours à l'heure où nous parlons. Les lieutenants de Mercé, ses contacts corrompus, et les forces de l'ordre local, ses protecteurs politiques, Mercé lui-même, seront en garde à vue d'ici quelques heures. Et vous êtes sûr que ça va tenir cette fois? La voix d'Arthur trahissait des années de déception amère. Je le suis, affirma Richard. Les preuves sont accablantes et j'ai pris des précautions pour m'assurer qu'elles atteignent le public si le processus légal est compromis. Le règne de Mercé prend fin aujourd'hui, Arthur. Je t'ai promis justice pour Laura et Claire. Elle est enfin là. Arthur resta dans un silence stupéfait. La réalité de ce que Richard avait accompli s'immergeait lentement. 5 ans d'exil auto-imposé. 5 ans de travail d'infiltration minutieux. 5 ans à laisser son plus proche ami croire qu'il était mort. Tout cela pour tenir une promesse de justice. Pourquoi Scout nous a-t-il amenés ici? Demanda Jenna doucement, brisant le silence. Était-ce une simple coïncidence que nous soyons bloqués pendant la tempête? L'expression de Richard s'adoucit en jetant un coup d'œil vers l'embrasure de la porte où Scout avait disparu avec les enfants. Scout a toujours eu un sens pour ces choses. Mon père disait qu'il avait l'âme d'un ange gardien dans un corps de chien. Un petit sourire effleura ses lèvres. Au fil des ans, il a amené diverses personnes au manoir. Des voyageurs ayant besoin d'un abri, un randonneur avec une cheville cassée, mais jamais une famille.
Jamais des enfants. Il essayait d'aider Arthur, réalisa Jenna. En nous amenant ici, en nous guidant vers le journal, vers la pièce cachée. Il voulait qu'Arthur ait la vérité avant que vous n'arriviez. Oui, acquiesça Richard. Et peut-être plus que cela. Scout semble avoir reconnu quelque chose en vous et vos enfants dont Arthur avait besoin. Son regard se déplaça vers Arthur. Depuis combien de temps n'as-tu pas entendu le rire d'enfant dans cette maison? Arthur ne répondit pas, mais la douleur dans ses yeux en disait long. Scout a amené votre famille ici pour une raison, mademoiselle Miller, continua Richard. Et j'ai appris à ne jamais remettre en question son jugement. Nous sommes à peine une vraie famille, dit Jenna doucement. Juste une mère divorcée qui recommence à zéro avec 2 enfants. Parfois, les familles que nous choisissons sont plus importantes que celles dans lesquelles nous sommes nés, répondit Richard, son regard revenant vers Arthur. N'est-ce pas, vieil ami? Une émotion complexe traversa le visage d'Arthur. Quelque chose entre le chagrin et un pardon à contre-cœur. Tu pourrais avoir raison, concéda-t-il. Le premier signe de dégel dans son comportement depuis le retour de Richard. Le son des rires d'enfants flottait depuis la bibliothèque, ponctué par l'aboiement joueur de scout. Les 3 adultes se turent, chacun perdu dans ses propres pensées alors que les implications des révélations de la journée s'installaient autour d'eux. Finalement, Arthur parla, sa voix rauque d'émotion contenue. Tu aurais dû me faire confiance, Rich. J'aurais pu t'aider. Tu aurais insisté pour venir avec moi, rétorqua Richard doucement. Et alors qui aurait été là pour Scout, pour la maison, pour l'héritage que nous avons construit? J'ai passé 5 ans à penser que j'avais échoué à protéger une autre personne qui me tenait à cœur, dit Arthur. L'aveu lui était clairement difficile. Que Merced avait pris, comme il a pris Laura et Claire. Je sais, reconnut Richard, un remords sincère dans ses yeux. Et je passerai le reste de ma vie à essayer de compenser cette douleur. Mais je ne voyais pas d'autre moyen. Arthur. Si Merced avait découvert que j'étais en vie, s'il t'avait lié d'une manière ou d'une autre à mon existence continue. Je comprends la logique, interrompit Arthur. C'est la tromperie qui est difficile à pardonner. Je n'attends pas le pardon, répondit Richard simplement. Seulement la compréhension, et peut-être, avec le temps, une chance de reconstruire ce qui a été brisé. L'honnêteté brute dans sa voix sembla atteindre Arthur d'une manière que les explications et les justifications n'avaient pas réussi à faire. Un subtil changement se produisit dans sa posture. Un relâchement fractionnel de la colère rigide qu'il avait maintenue depuis l'apparition de Richard. Eh bien, dit Arthur finalement, je suppose que 5 ans à démanteler un empire criminel, ça compte pour quelque chose. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était une reconnaissance, un premier pas vers la guérison d'une amitié endommagée par une trahison nécessaire. Un silence confortable s'installa, rompu lorsque Jenna s'excusa pour aller voir les enfants. Elle trouva Emily, Ben et Scout dans la bibliothèque. Les enfants apprenaient aux chiens un jeu élaboré impliquant de récupérer des livres spécifiques des étagères inférieures. « Vous vous amusez » demanda-t-elle, souriant à leur joie évidente. « Scout est super intelligent, maman » l'informa Ben sérieusement. Il connaît la différence entre les couleurs et peut trouver n'importe quel livre que nous lui décrivons. « Est-ce que tout va bien avec les adultes » demanda Emily, sa perspicacité surprenant une fois de plus Jenna. « Oui, mon cœur. Monsieur Kensington et Monsieur Langley sont de vieux amis qui ne se sont pas vus depuis longtemps. Ils se rattrapent juste. » Emily hocha la tête sagement. Ils semblaient fâchés l'un contre l'autre, mais plus maintenant. Ils gèrent des sentiments compliqués, expliqua Jenna, s'asseyant sur le tapis moelleux à côté de ses enfants. Parfois, les adultes ont des désaccords qui prennent du temps à résoudre. Comme toi et papa, demanda Ben innocemment. Jenna hésita, puis hocha la tête. Quelque chose comme ça. Oui, bien que la situation soit très différente. Scout s'approcha, posant sa tête sur les genoux de Jenna avec un soupir de contentement. Elle caressa sa douce fourrure, s'émerveillant de la capacité étrange du chien à ressentir les besoins émotionnels. « Devons-nous encore partir demain » demanda Emily soudainement. La question prit Jenna au dépourvu. « Eh bien, oui. Une fois que les routes seront dégagées, notre nouvelle maison nous attendra à Mayfield. Tu te souviens »
Et je commence mon nouveau travail la semaine prochaine. Les visages des deux enfants s'assombrirent, bien qu'ils aient hoché la tête en signe de compréhension. Scoot gémit doucement comme s'ils partageaient leur déception. Scout va no us manque. Dit ben tristament. J'aime l'anglais, même s'il ne sourit pas beaucoup, et le manoir, ajouta Emily. On se sent en sécurité ici. L'observation frappa Jenna avec force. En sécurité après des mois d'anxiété, à regarder par-dessus son épaule, à craindre que son ex-mari ne change d'avis sur l'accord de garde. Ici, dans ce manoir isolé avec un ancien détective en deuil et un milliardaire présumé mort, ses enfants se sentaient en sécurité, et si elle était honnête avec elle-même, elle aussi. La réalisation l'accompagna de retour à la cuisine, où elle trouva Richard et Arthur penchés sur des documents étalés sur la table. Les preuves de la pièce cachée maintenant mises en lumière. Ils levèrent les yeux à son entrée, Richard avec chaleur, et Arthur avec ce qui aurait pu être le premier sourire sincère qu'elle lui avait vu. « Tout va bien ?» demanda Arthur, remarquant son expression pensive. « Oui, » dit Jenna lentement. « Je pense juste aux prochaines étapes. » « La route devrait être dégagée demain, » hocha la tête Richard. « J'ai arrangé pour que votre voiture soit récupérée et réparée. Elle devrait être prête d'ici le matin. »« Merci, » dit Jenna sincèrement, « pour tout, bien que je ne sois pas sûre de savoir comment nous pourrons jamais vous remercier de tant de gentillesse. »« Votre présence ici a été un paiement suffisant, » répondit Richard énigmatiquement, échangeant un regard significatif avec Arthur. Le reste de la journée s'écoula dans une étrange harmonie, comme si le manoir lui-même exhalait après des années de souffle retenu. Richard et Arthur poursuivirent leur discussion, incluant occasionnellement Jenna, lorsque la conversation passait des détails techniques des preuves à des questions philosophiques plus larges de justice et de rédemption. En soirée, l'atmosphère s'était transformée. Richard prépara le dîner, une compétence qu'il avait apparemment affinée pendant ses années d'infiltration, tandis qu'Arthur divertissait les enfants avec une patience étonnamment douce, leur apprenant un jeu de cartes qu'il affirmait avoir inventé pour sa propre fille des années auparavant. Scoot se déplaçait entre eux, son contentement évident dans sa posture détendue et ses soupirs occasionnels de satisfaction. Plusieurs fois, Jenna surprit Richard observant le chien avec une expression de profonde gratitude. « Il n'a jamais abandonné », expliqua Richard quand il remarqua l'observation de Jenna. « Toutes ces années, Scoot a veillé sur Arthur, sur la maison, sur la vérité que j'ai laissée derrière moi. Je pense qu'à sa manière, il a compris ce que j'essayais d'accomplir mieux que n'importe quel humain. » Après le dîner, alors que les enfants se préparaient à dormir, Richard écarta Jenna. « Je vous dois des remerciements, » dit-il doucement. « Votre présence ici a fait plus pour Arthur en 3 jours que je n'aurais pu accomplir en des mois. »« Je n'ai rien fait de spécial, » protesta Jenna. « Vous avez ramené la vie dans cette maison, » rétorqua Richard. Le rire, l'innocence, des choses dont Arthur a été privé bien trop longtemps. Jenna ne savait pas comment répondre à une telle évaluation. Au lieu de cela, elle posa la question qui la tracassait depuis leur conversation précédente. « Que se passe-t-il maintenant avec vous, avec cet endroit ?» Richard considéra la question pensivement. « Je ne pourrai jamais retrouver pleinement mon ancienne vie. Richard Kensington, tel que le monde le connaissait, n'est plus. Trop de gens me croient mort, et ressusciter cette identité soulèverait trop de questions auxquelles je ne suis pas préparée à répondre. »« Alors, vous allez disparaître à nouveau ?» demanda Jenna, consternée à cette pensée. « Pas entièrement, » l'assura Richard. « J'établirai une nouvelle identité, plus limitée en portée, mais suffisante pour mes besoins. La fortune que j'ai accumulée est maintenant principalement dans des fiducies et fondations, faisant du bon travail dans le monde entier. » Un petit sourire effleura ses lèvres. « J'ai appris à vivre plus simplement ces dernières années. Cela me convient. Et Arthur, allez-vous le laisser à nouveau ?» L'expression de Richard devint sérieuse. « Cela dépend en grande partie d'Arthur et peut-être de vous. »« De moi ?» répéta Jenna, surprise. « Je vous ai observé avec lui, » dit Richard prudemment. « Une connexion se forme là. Que vous l'ayez reconnu ou non, Arthur a besoin de quelqu'un qui comprend la perte mais n'en a pas été consumé. Quelqu'un qui voit encore le monde avec espoir. » Jenna sentit ses joues s'échauffer. « Vous interprétez trop une très brève connaissance, Monsieur Kensington. Nous nous connaissons à peine depuis 3 jours.
Parfois, c'est tout ce qu'il faut, répondit Richard imperturbable, surtout quand Scout a mis la patte à l'arrangement de la rencontre. Avant que Jenna ne puisse formuler une réponse, Emily et Ben apparurent dans leurs pyjamas empruntés, prêts pour leur histoire du soir. Scout suivait de près, sa forme dorée, désormais une présence familière et réconfortante pour les enfants. Alors que Jenna les menait à l'étage, elle se retrouva à contempler les observations de Richard. Y avait-il quelque chose qui se développait entre elle et Arthur? La pensée semblait absurde. Il était plus âgé, toujours en deuil, et ils s'étaient rencontrés dans des circonstances des plus extraordinaires. Pourtant, elle ne pouvait nier la compréhension silencieuse qui avait grandi entre eux, la facilité avec laquelle il était passé de la réticence bourrue à une interaction douce avec ses enfants, les moments où leurs yeux se rencontraient en communication silencieuse à travers la pièce. Après avoir bordé les enfants, Jenna s'attarda dans le couloir, attirée par le doux murmure de voix provenant du bureau en dessous. La curiosité l'emportant sur la bienséance, elle descendit les escaliers doucement, s'arrêtant devant la porte partiellement ouverte. « Je peux organiser un emploi adapté à Mayfield », disait Richard. « Travail de consultant, évaluation de sécurité, quelque chose qui utiliserait vos compétences sans nécessiter l'attention publique. Vous pensez que je devrais quitter le manoir ?» La voix d'Arthur trahissait la surprise. « Après toutes ces années, je pense que tu devrais envisager de vivre à nouveau, pas seulement d'exister, » répondit Richard doucement. « La dette que je te dois ne pourra jamais être remboursée, Arthur. Mais je peux t'offrir une chance de nouveau départ. » « Dans la même ville où elle se dirige, » observa Arthur, son ton indéchiffrable. « Scout l'a choisi pour une raison, » dit Richard simplement. « J'ai appris à faire confiance à son jugement en la matière. Elle a sa propre vie, riche. Une carrière, des enfants à élever. La dernière chose dont elle a besoin, c'est un ex-détective brisé par un passé tragique. »« Ce n'est pas à toi de décider, » rétorqua Richard. « D'ailleurs, tu es plus que ton passé, Arthur. Tu l'as toujours été. » Un long silence suivit, pendant lequel Jenna contempla l'idée de se retirer à l'étage. Avant qu'elle ne puisse bouger, Arthur parla de nouveau, sa voix plus douce, plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais entendue auparavant. « Je ne sais plus comment faire partie d'une famille. »« Tu n'as jamais oublié, » l'assura Richard. « Je t'ai vu avec ses enfants aujourd'hui. L'homme qui a appris à Claire à faire du vélo et à construire des châteaux de sable est toujours là. » Jenna recula silencieusement, ne voulant pas en écouter davantage une conversation si personnelle. En se retournant, elle trouva Scout la regardant du haut des escaliers, ses yeux intelligents reflétant une compréhension au-delà de sa nature canine. « Tu as tout planifié depuis le début, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle au chien tandis qu'elle montait les escaliers. Scout remua la queue une fois, puis la guida vers la chambre des enfants. Cette nuit-là, Jenna resta éveillée, son esprit s'emballant avec les implications des mots de Richard et ses propres sentiments contradictoires. Au lever du jour, elle avait pris une décision, une qui la surprit par sa clarté et sa justesse. Au petit déjeuner, elle trouva les 3 hommes dans la cuisine, Richard cuisinant, Arthur mettant la table et Scout supervisant depuis sa place près de la fenêtre. La domesticité de la scène la fit sourire. « Bonjour », la salua Richard chaleureusement. « Bien dormi ?»« Oui, merci », répondit Jenna, acceptant une tasse de café d'Arthur avec un sourire qu'il lui rendit prudemment. Les enfants bondirent quelques instants plus tard, gravitant immédiatement vers Scout pour leur câlin matinal. Le chien reçut leur attention royalement, comme si c'était son dû naturel. Pendant qu'ils mangeaient, Richard les informa de l'affaire contre Mercé. Durant la nuit, des agents fédéraux avaient mené des raids coordonnés dans 3 États, arrêtant des membres clés de l'organisation de Mercé. Mercé lui-même avait été appréhendé alors qu'il tentait de fuir le pays. « C'est fini », conclut Richard, son regard posé sur Arthur. « Vraiment fini cette fois. » Arthur hocha la tête une fois, la signification du moment se reflétant dans ses yeux. « Laura et Claire peuvent reposer maintenant, » dit-il doucement. Après le petit déjeuner, Richard annonça qu'il avait des affaires à régler, le processus complexe de transition de son identité d'infiltration à une nouvelle identité légitime. Avant de partir, il s'agenouilla pour dire au revoir à Emily et Ben, les remerciant d'avoir ramené de la joie dans sa maison. « On vous reverra ?» demanda Emily directement. Richard sourit. « Je crois que oui, jeune fille. »
Plutôt que vous ne le pensez. À Jenna, il dit simplement « Faites confiance à votre instinct », avec un regard significatif vers Arthur. Après le départ de Richard, Arthur se retira dans le bureau, probablement pour digérer le tourbillon de révélations et d'émotions des dernières 24 heures. Jenna en profita pour emmener les enfants dehors, où le soleil d'hiver avait commencé à faire fondre la couche supérieure de neige, la rendant parfaite pour les batailles de boules de neige et les anges de neige. Scoot les rejoignit, sa forme dorée bondissant joyeusement à travers les congères, s'arrêtant occasionnellement pour vérifier Arthur à travers la fenêtre du bureau, comme pour s'assurer que sa charge digérait toujours les événements de manière saine. C'était en milieu d'après-midi quand Arthur émergea enfin, son expression plus calme que Jenna ne l'avait jamais vue. Il observa le jeu des enfants pendant quelques instants avant de s'approcher de Jenna, assise sur un banc de jardin. « Richard me dit que la route devrait être dégagée d'ici le soir, » dit-il, s'asseyant à ses côtés. « Votre voiture a été réparée et sera livrée ici vers 18 heures. »« C'est une bonne nouvelle, » répondit Jenna, bien que son ton manquât de conviction. Arthur étudia son profil. « Vous n'avez pas l'air particulièrement enthousiaste. » Jenna se tourna pour lui faire face, décidant que la franchise était la seule approche sensée après tout ce qu'ils avaient vécu. « J'ai réfléchi, » commença-t-elle prudemment, « à Mayfield, à nos prochaines étapes. » Et Arthur l'incita à poursuivre lorsqu'elle hésita. « L'emploi à Mayfield est une bonne opportunité, mais pas unique. Avec mes qualifications, je pourrais trouver un poste d'enseignante dans de nombreux endroits. » L'expression d'Arthur ne révéla rien, mais sa posture était devenue très immobile. « Qu'est-ce que vous dites, Jenna ? » Je dis que mes enfants se sentent en sécurité ici, plus en sécurité qu'ils ne l'ont été depuis des mois. Je dis qu'en 3 jours, cet endroit a commencé à ressembler plus à une maison que tout ce que nous avons habité récemment. Elle prit une profonde inspiration. Et je dis que je pense que Scoot nous a amenés ici pour une raison au-delà de simplement vous aider, vous et Richard, à résoudre votre passé. Richard a mentionné qu'il m'a offert un poste de consultant à Mayfield, dit Arthur lentement. Je sais, admit Jenna. J'ai entendu une partie de votre conversation hier soir. Un léger sourire effleura les lèvres d'Arthur. Le détective et l'espionne. Nous faisons une drôle de paire. Nous pourrions, acquiesça Jenna doucement. Si vous vouliez essayer. Le regard d'Arthur se posa sur Emily et Ben, maintenant occupés à apprendre à Scoot à les tirer sur une luge improvisée. Vous me connaissez à peine, fit-il remarquer. Et j'arrive avec un lourd passé. Nous avons tous notre passé, rétorqua Jenna. Le mien inclut un ex-mari manipulateur émotionnel et des problèmes de confiance qui pourraient remplir un livre. Elle tendit la main timidement, la posant sur la sienne. Mais je sais aussi que des connexions comme celles que nous avons formées ces derniers jours n'arrivent pas souvent. Qu'il y a quelque chose qui mérite d'être exploré ici, si vous êtes prêts. Arthur tourna sa main, ses doigts se refermant doucement autour des siens. Le contact était chaud, stable, réconfortant dans sa simplicité. Je n'ai pas envisagé un avenir au-delà de la justice pour Laura et Claire depuis 5 ans, admit-il. Je ne suis pas sûr de me souvenir comment faire. Alors nous allons le découvrir ensemble, suggéra Jenna. Jour après jour. Ils restèrent assis dans un silence complice, regardant les enfants jouer avec Scoot sous le soleil d'hiver. Le chien, apparemment conscient du moment qui se déroulait sur le banc, les regarda avec ce que Jenna aurait juré être de la satisfaction dans ses yeux intelligents. Scoot approuve, observa Arthur avec un humour sec. Scoot a tout orchestré, corrigea Jenna, souriant, selon Richard. De toute façon, l'expression d'Arthur devint pensive. Rich disait toujours que Scoot pouvait voir des choses que nous ne pouvions pas, des liens, des possibilités, la bonté chez les gens. Ses doigts se resserrèrent légèrement autour des siens. Peut-être qu'il a vu une possibilité pour nous avant nous. J'aimerais le découvrir, dit Jenna simplement. En réponse, Arthur leva leurs mains jointes, pressant un doux baiser sur ses phalanges dans un geste si inattendu et tendre que Jenna sentit les larmes lui monter aux yeux. Moi aussi, répondit-il, sa voix rauque d'émotion. De l'étendue enneigée, Scoot aboya une fois, un son d'approbation indubitable qui les fit rire tous les deux, brisant l'intensité du moment avec une légèreté bienvenue. Un nouveau départ, pensa Jenna, regardant les visages de ses enfants rayonner de joie et de santé.
Pas ce qu'elle avait prévu, certainement pas ce qu'elle avait imaginé quand leur voiture était tombée en panne dans le blizzard, mais peut-être exactement ce dont ils avaient tous besoin. Et alors que Scoot bondissait vers eux, doré dans la lumière de l'hiver, elle ne put s'empêcher de se demander si ce chien remarquable n'avait pas tout su depuis le début. Le printemps arriva dans les montagnes par une douce marée de verre, faisant fondre les dernières neiges et faisant éclore de timides bourgeons sur des branches autrefois nues. La transformation du paysage reflétait le changement au sein du manoir lui-même, qui s'était réveillé de son long hiver de deuil pour devenir quelque chose de vibrant et de vivant. 3 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où Scoot avait mené une famille frigorifiée à l'abri. 3 mois depuis que Richard Kensington était revenu d'entre les morts. 3 mois depuis qu'Arthur Langley avait trouvé justice pour sa famille assassinée, et de manière inattendue, une raison d'embrasser à nouveau la vie. Jenna se tenait sur la vaste terrasse du manoir, regardant Emily et Ben courir sur la pelouse nouvellement découverte, Scoot bondissant joyeusement entre eux. Le son de leur rire portait sur la brise printanière, se mêlant au chant des oiseaux et au murmure lointain du ruisseau gonflé par la fonte des neiges. « À quoi penses-tu » demanda Arthur derrière elle, suivi de la douce pression de ses mains sur ses épaules. Elle s'appuya contre lui, souriante. « J'apprécie juste la vue et je pense à tout ce qui a changé depuis l'hiver. »« Tu as des doutes » demanda Arthur, la question légère mais avec un sous-jacent de réelle inquiétude. Jenna se tourna pour lui faire face, constatant la remarquable transformation opérée en 3 mois. La tension perpétuelle qu'il portait s'était apaisée. La carapace défensive s'était fissurée pour révéler l'homme en dessous. Il souriait davantage maintenant. De petites expressions au début, comme s'il se souvenait comment les muscles fonctionnaient, puis progressivement plus complètes et plus fréquentes jusqu'à devenir une partie naturelle de son comportement. « Pas un seul », l'assura-t-elle. C'était la bonne décision pour nous tous. La décision de rester avait évolué naturellement après leur conversation dans la neige. Jenna avait contacté l'école de Mayfield, expliquant que des circonstances inattendues l'obligeaient à décliner le poste. Puis, avec l'aide d'Arthur et l'influence considérable de Richard en coulisses, elle avait obtenu un poste d'enseignante à la petite école locale à 20 minutes du manoir. La transition n'avait pas été entièrement fluide. Emily et Ben avaient eu besoin de temps pour s'adapter à une nouvelle école en milieu d'année. Arthur avait eu du mal au début avec l'immersion soudaine dans la vie de famille après des années de solitude. Jenna elle-même avait combattu des moments de doute, se demandant si elle n'avait pas été imprudente en changeant leur plan si radicalement en se basant sur un lien formé dans des circonstances extraordinaires. Mais Scoot, comme toujours, avait semblé comprendre ce dont ils avaient tous besoin avant eux. Le Golden Retriever s'était autoproclamé gardien de leur jeune unité familiale, dormant devant les chambres des enfants, accompagnant Jenna sur son trajet vers l'école et restant une présence constante pour Arthur dans les moments où le poids du passé menaçait de submerger la promesse de l'avenir. « Richard a appelé pendant que tu allais chercher les enfants à l'école, » dit Arthur, la rejoignant à la balustrade de la terrasse. La condamnation finale de Mercé est tombée aujourd'hui. Plusieurs peines de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Jenna lui serra la main. « Comment te sens-tu à ce sujet » Arthur considéra la question pensivement. Il y a 5 mois, j'aurais dit que ce n'était pas suffisant. Que rien d'autre que la mort de Mercé ne pourrait compenser ce qu'il m'a pris. Son regard dériva vers les enfants jouant en dessous. Maintenant, je me sens reconnaissant que le système judiciaire ait fonctionné comme il le devait, que justice ait été rendue sans plus d'effusion de sang. Laura et Claire seraient fiers de toi, dit Jenna doucement, sachant qu'ils pouvaient maintenant entendre leur nom sans sourciller. Je pense que oui, acquiesça Arthur, l'acceptation dans sa voix marquant une autre étape dans sa guérison. Richard a suggéré de planter un jardin du souvenir pour elle cet été. Quelque chose de beau qui maintient leur mémoire vivante sans sacraliser le chagrin. Je pense que c'est une excellente idée, dit Jenna, imaginant un espace rempli de fleurs et de lumière, un contraste saisissant avec le granit froid d'un mémorial traditionnel. Il a aussi mentionné qu'il finalise les papiers pour sa nouvelle identité. Daniel Foster, consultant en investissement semi-retraité. Une pointe de l'ancien humour mordant effleura l'expression d'Arthur. Apparemment, je dois être présenté comme son associé de longue date si quelqu'un demande. Va-t-il vivre ici ? demanda Jenna, curieuse de l'arrangement qui avait évolué au cours des derniers mois. Arthur secoua la tête.
Il a acheté une propriété plus petite à environ 16 km d'ici. Il dit que cet endroit est le nôtre maintenant. Le tien, le mien, celui des enfants, de Scout aussi, bien sûr. Bien sûr, acquiesça Jenna avec un sourire, regardant le chien orchestrer un jeu élaboré qui faisait ricaner les deux enfants de manière incontrôlable. C'est lui le véritable chef de famille après tout. Leur conversation fut interrompue par les enfants qui appelaient d'en bas, les exhortant à descendre voir le nouveau tour de Scout. Main dans la main, ils descendirent les marches de la terrasse jusqu'à la pelouse où Emily, Ben et Scout attendaient avec impatience. « Regardez ça !» s'exclama Ben, puis se tourna vers le chien. « Scout, trouve les clés de maman. » Sans hésiter, Scout trotta dans la maison par les portes-fenêtres ouvertes, revenant quelques instants plus tard avec le trousseau de clés de Jenna soigneusement tenu dans sa gueule. « C'est très impressionnant », reconnut Jenna, prenant les clés et récompensant Scout d'un grattage derrière les oreilles. « Bien que j'espère que tu ne lui apprends pas à rapporter des choses qui ne sont pas les siennes. » Monsieur Richard dit que Scout sait toujours à qui appartient quoi, expliqua Emily. Il dit que Scout a un sens spécial pour les gens et leurs affaires. Monsieur Richard a raison à ce sujet, acquiesça Arthur, son ton chaud d'affection pour l'homme mentionné et le chien remarquable. La mention de Richard rappela à Jenna la lettre qui était arrivée ce matin-là, une enveloppe d'allure officielle du bureau du greffier du comté. Elle l'avait mise de côté pour la traiter après l'école, mais l'après-midi chargé l'avait chassée de son esprit jusqu'à présent. En parlant d'appartenance, dit-elle, nous devrions vérifier cette lettre du comté. Il pourrait s'agir du transfert de propriété que Richard a mentionné. Ils se dirigèrent vers l'intérieur, les enfants courant devant avec Scout tandis que Jenna et Arthur suivaient à une allure plus mesurée. Le manoir qui avait autrefois l'air d'un mausolée à Jenna bourdonnait maintenant de vie. Des œuvres d'art d'enfants ornaient des murs auparavant austères. Des conforts modernes intégrés parmi les meubles anciens. Des fleurs du jardin égayaient les rebords de fenêtres. Dans le bureau qui avait autrefois été le sanctuaire de Richard et plus tard la chambre d'isolement d'Arthur, Jenna retira l'enveloppe de son sac. Arthur la regarda l'ouvrir, son expression curieuse. « C'est l'acte de propriété », confirma-t-elle, balayant le document des yeux. Richard a transféré la propriété du manoir et des terrains à... Elle s'interrompit, surprise. « À nous deux conjointement. » Arthur hocha la tête lentement. Il a mentionné qu'il envisageait cet arrangement. Il a dit que la maison avait besoin de nous deux. Mon lien avec son passé et ta vision pour son avenir. C'est une lourde responsabilité, observa Jenna, absorbant toujours les implications de posséder une propriété aussi importante avec Arthur. Trop ? Demanda-t-il prudemment. Jenna considéra la question, regardant autour d'elle la pièce qui avait été témoin de tant de leur histoire partagée. De la découverte du journal de Richard à leurs premières conversations honnêtes sur la perte et la possibilité. Non, décida-t-elle, posant l'acte sur le bureau. Ça semble juste, en fait. Cet endroit nous a rapprochés. Maintenant, nous allons décider ce qu'il deviendra ensuite. Le sourire d'Arthur atteignit ses yeux. Les ombres qui les avaient hantés si longtemps maintenant remplacées par un espoir prudent. Et qu'aimerais-tu qu'ils deviennent ? Une vraie maison, répondit Jenna sans hésitation. Une où les enfants pourront grandir en se sentant en sécurité et aimés. Où nous pourrons construire quelque chose de durable ensemble. Elle hésita, puis ajouta doucement. Où, peut-être, un jour, notre famille pourrait s'agrandir. L'expression d'Arthur changea. La surprise cédant la place à quelque chose de plus profond. Tu veux plus d'enfants ? Je suis ouverte à la possibilité, admit Jenna. Si c'est quelque chose que tu pourrais vouloir aussi, un jour. Avant qu'Arthur ne puisse répondre, Scout s'approcha en trottinant du bureau, suivi d'Emily et Ben, qui avaient enfilé leurs vêtements de jeu. Le chien portait quelque chose dans sa gueule, une petite boîte en velours que Jenna ne reconnut pas. « Scout a trouvé ça dans votre tiroir », annonça Emily innocemment. Il était très insistant pour le sortir. Le visage d'Arthur enregistra le choc, suivi de la résignation et enfin de l'amusement. « Je vois que Scout a décidé du moment », dit-il sèchement, acceptant la boîte de la gueule douce du chien. « Le moment de quoi ?» demanda Jenna, bien qu'un soupçon flottant se soit déjà enraciné dans sa poitrine. Plutôt que de répondre directement, Arthur se tourna vers les enfants.
Est-ce que ça vous irait que votre maman et moi officialisions notre famille? Demanda-t-il, son ton sérieux mais doux. Que je devienne une partie permanente de votre famille. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent de compréhension. Vous voulez dire comme vous mariez? Exactement, confirma Arthur. Si votre maman est d'accord, bien sûr. Ben considéra cela avec la franchise d'un enfant de 5 ans. Alors vous seriez notre papa. Pas pour remplacer votre père, clarifia Arthur soigneusement. Mais comme une autre personne qui vous aime et veut aider à prendre soin de vous, comme un papa supplémentaire. Je pense que ce serait bien, décida Ben après un moment de réflexion. Scout vous aime beaucoup, et c'est un très bon juge de caractère. Un éloge de taille, en effet. Arthur sourit, puis se tourna vers Émilie pour son verdict. La fillette de 7 ans l'étudia avec une maturité surprenante. Vous rendez maman heureuse, observa-t-elle. Et vous racontez de bonnes histoires, et vous ne criez jamais, même quand vous êtes fâché. Je vote oui. L'expression d'Arthur s'adoucit de gratitude avant qu'il ne se tourne enfin vers Jenna, qui avait observé l'échange avec une émotion croissante. J'avais prévu de faire cela plus formellement, admit-il, ouvrant la boîte en velours pour révéler une bague de fiançailles vintage avec un modeste diamant flanqué de saphir. C'était celle de ma grand-mère. Pas particulièrement précieuse, mais bien aimée. Elle est magnifique, murmura Jenna, les larmes menaçant de couler. Arthur prit sa main, la sienne remarquablement stable. Je sais que nos débuts ont été inhabituels, que la plupart des gens diraient que 3 mois, c'est trop tôt pour un tel engagement. Mais je pense que lorsque l'on a vécu le genre de perte que nous avons tous les deux, on apprend à reconnaître une connexion authentique quand elle vous trouve. Il prit une profonde inspiration, ses yeux ne la quittant jamais. Jenna Miller, vous et vos enfants avez ramené la vie dans cette maison et dans mon cœur alors que je pensais que tous deux étaient irrécupérables. Je vous aime, et j'aime Émilie et Ben. Je veux passer le temps qu'il nous reste à construire une famille ensemble. Si vous voulez bien de moi. Jenna était vaguement consciente des enfants qui regardaient les yeux écarquillés et de Scout assis au garde à vous, sa queue balayant le sol en lent mouvement anticipateur. Mais surtout, elle voyait Arthur, l'homme qui avait ouvert sa maison à des étrangers dans une tempête, qui avait partagé son douloureux passé et embrassé la possibilité d'un nouvel avenir, qui avait montré à ses enfants gentillesse et patience quand ils en avaient le plus besoin. Oui, dit-elle simplement, la joie montant en elle comme la sève printanière dans les arbres endormis par l'hiver. Oui, je veux bien de vous. Le sourire d'Arthur s'épanouit pleinement et sans retenue alors qu'il lui glissait la bague au doigt. Avant qu'il ne puisse se relever de sa position agenouillée, les 2 enfants se jetèrent sur lui dans des câlins exubérants qui faillirent le faire basculer en arrière. Scout rejoignit la célébration, aboyant joyeusement et tournant autour du groupe avec une approbation évidente. Plus tard ce soir-là, après que les enfants eurent dormi et que l'excitation se fut transformée en une douce lueur confortable, Jenna et Arthur s'assirent sur la terrasse, regardant les étoiles émerger au-dessus des montagnes. Scout était couché à leurs pieds, sa tête dorée reposant paisiblement sur ses pattes. « Avez-vous prévu de me demander en mariage aujourd'hui » demanda Jenna, admirant comment la bague vintage captait la douce lumière extérieure. Arthur Ritt Dousement. J'ai la bague depuis des semaines, attendant le bon moment. Je pensais peut-être ce week-end, pendant notre pique-nique au bord du lac. Il jeta un coup d'œil à Scout avec une fausse accusation. Quelqu'un avait d'autres idées. Scout sait toujours mieux que quiconque, taquina Jenna, s'appuyant contre l'épaule d'Arthur. Richard jure que Scout a une sorte de 6e sens, réfléchit Arthur. Qu'il voit des liens et des possibilités invisibles aux humains. Après tout ce qui s'est passé, je suis enclin à le croire. Je pensais, dit Jenna après un silence confortable, à ce que nous dirions aux gens quand ils demanderaient comment nous nous sommes rencontrés. La vérité ressemble à quelque chose tiré d'un roman. Peut-être dirons-nous simplement qu'un ami commun nous a présentés, suggéra Arthur, caressant la fourrure dorée de Scout de sa main libre. Ce n'est pas entièrement inexact. Jenna sourit à l'euphémisme. Un ami commun qui a sauvé ma famille de la mort par le froid nous a conduits à votre porte, a aidé à résoudre un mystère de 5 ans, puis a décidé que nous devrions nous marier. Quand vous le formulez ainsi, ça semble plutôt tiré par les cheveux, admit Arthur, les yeux plissés d'amusement. Bien que Richard dirait que c'est exactement le genre de miracle discret dans lequel Scout a toujours excellé.
Comme pour reconnaître son rôle central dans leur histoire, Scout leva la tête, ses yeux intelligents se déplaçant entre eux avec une satisfaction indubitable avant qu'il ne se recouche dans sa position confortable. « Penses-tu qu'il savait tout depuis le début » s'interrogea Jenna. Dès cette première nuit dans la tempête, planifiait-il déjà cela? Elle fit un geste entre eux et vers le manoir maintenant transformé en leur foyer partagé. « J'ai cessé de remettre en question les intentions de Scout, répondit Arthur avec une résignation affectueuse. Mais oui, je soupçonne qu'il a reconnu quelque chose en toi, en vous trois, dont j'avais besoin avant même de le savoir moi-même. La nuit printanière les enveloppa d'une douce obscurité, la lumière chaleureuse du manoir se déversant sur la terrasse comme un phare dans la nature sauvage. Quelque part dans la forêt environnante, le doux ululement d'une chouette résonna, tandis qu'à l'intérieur, leurs enfants dormaient paisiblement dans des pièces qui n'avaient autrefois connu que le silence et le chagrin. « Je ne m'attendais jamais à ça », confessa Jenna doucement. « Quand nous avons laissé notre ancienne vie derrière nous, je pensais que le mieux que je pouvais espérer était la sécurité et la stabilité pour les enfants. Je n'imaginais jamais trouver un foyer. Un partenariat, termina Arthur quand elle s'interrompit. Une chance de construire quelque chose de nouveau à partir des morceaux brisés de ce qui existait avant. Tout cela, acquiesça Jenna, levant son visage vers lui. Merci de nous avoir laissé entrer cette nuit-là. Merci à Scout, corrigea Arthur doucement. J'étais prêt à vous renvoyer directement dans la tempête. Eh bien alors, rectifia Jenna, se penchant pour caresser les oreilles soyeuses du chien. Merci, Scout, pour votre intuition extraordinaire et votre insistance obstinée. Scout battit la queue une fois contre le sol de la terrasse en signe de reconnaissance, ses yeux fermés de contentement. Alors que le bras d'Arthur se resserrait autour de ses épaules, Jenna réfléchit à l'extraordinaire chaîne d'événements qui les avait menés à ce moment. Une fuite désespérée d'un passé malheureux, une rencontre quasi fatale avec la fureur de la nature, un sauvetage par un chien remarquable, et la découverte d'un havre de paix qui était devenu leur foyer. La vie suit rarement les chemins que l'on attendait, réalisa-t-elle. Parfois, un mauvais virage, une voiture en panne, une tempête déchaînée pouvait mener exactement là où vous deviez être depuis le début. Et parfois il fallait la sagesse d'un chien au cœur d'or pour reconnaître les possibilités que les humains, avec toute leur complexité et leur peur, pourraient autrement manquer. À l'intérieur du manoir qui avait été témoin de tant de douleur et de renouveau, deux enfants qui avaient connu l'instabilité dormaient maintenant en sécurité, sachant qu'ils étaient chéris. Dehors, sous la vaste canopée d'étoiles, deux adultes qui avaient connu une perte profonde embrassaient le don inattendu d'une seconde chance. Et entre eux, Scout, conscience loyale, ange gardien sous forme canine, veillait, sa mission magnifiquement, parfaitement accomplie. Le week-end suivant, Richard vint dîner, sa nouvelle identité de Daniel Foster lui allant à merveille. Il apporta des cadeaux pour les enfants et une bouteille de champagne pour célébrer les fiançailles. Mais ses yeux s'illuminèrent surtout à la vue de Scout le saluant à la porte avec une joie indubitable. « Tu as bien travaillé, vieil ami », entendit Jenna le murmurer au chien alors qu'il marchait dans le jardin après le dîner. « Mieux que je n'aurais pu l'imaginer. » Scout gambadait aux côtés de son maître originel avec une fierté évidente, jetant occasionnellement un coup d'œil en arrière pour s'assurer que sa nouvelle famille était toujours en vue. Cette nuit-là, alors que la maisonnée s'endormait paisiblement, Jenna s'attarda à la fenêtre de la chambre principale, contemplant les montagnes éclairées par la lune. Arthur la rejoignit, la serrant dans ses bras par derrière. « Tu admires encore la vue » demanda-t-il doucement. « J'admire notre vie », corrigea Jenna. « Et je pense à la chance que nous avons eue de la trouver. » Scout n'aurait pas permis cela, répondit Arthur avec une conviction absolue. Il aurait trouvé un autre moyen de nous rapprocher. Comme appelé par leur conversation, Scout apparut dans l'embrasure de la porte, vérifiant qu'ils allaient bien une dernière fois avant de se retirer à son poste autoproclamé devant les chambres des enfants. « Bonne nuit, gardien », appela Jenna doucement. « Et merci. » Scout remua la queue une fois en signe d'acquiescement avant de s'éloigner à pas feutrés dans le couloir, sa forme dorée captant le clair de lune comme une promesse rendue visible, de protection, de connexion, et du pouvoir extraordinaire de l'amour de transformer les vies lorsqu'il arrive